Voilà, allez. Vous vous souvenez à peu près où on en était resté? À peu près, je crois qu'on avait vu quelque chose comme ça. Voilà. Bah, je vais recommencer à partir de là. Donc, je profite de ça parce que vous êtes tous en train de faire ça en TP en ce moment. Donc, si vous allez sur ce que je vous avais dit, c'est que actuellement les bases de données, donc elles ont les grandes bases de données bioinformatiques, elles ont deux moyens, en tout cas elles essayent d'avoir deux moyens pour vous permettre d'accéder aux données. Vous avez ce que vous avez là, sous les yeux, ça va? Tout passe bien? Ça va, vous arrivez à m'entendre? C'est assez fluide? C'est correct? Ok, super. Donc, vous avez ce genre de base de données, hein, donc si vous naviguez, donc là c'est purement interactif, hein, je crois que vous avez des cours là-dessus, donc on va sur nucléotides, on fait et alors vous voyez, tout est interactif, bon, ça vous le savez, chez Richia coli K12, voilà, hop, vous tombez là-dessus. Donc en fait, vous faites l'interrogation des bases de données, etc., etc. Vous dites que vous voulez aller sur la base génome, voilà, et vous tombez sur les génomes des Escherichia coli, blablabla, voilà. Si vous avez l'identifiant, c'est encore mieux, voilà, c'est celui-ci, hop, voilà, et vous allez sur NC, un truc que vous devez connaître maintenant, NC 000913. Voilà. Donc on est en version .3. Alors je profite de ce cours pour dire, effectivement, je crois que j'ai vu passer un message de quelqu'un qui a, de la personne qui a configuré, enfin qui a testé l'appli iPad. Et effectivement, les réponses numériques que je donne dans le poly, de TP, quand je vous dis bah voilà la commande à taper c'est ça et ça doit donner ce chiffre, eh bien il est tout à fait possible que ce chiffre ait évolué parce que je crois qu'on est passé en version 3. Vous voyez ce petit truc là, 000913.3. Je vais vous le... Voilà. Donc, point 3, donc on est en version 3 de ce fichier-là. Je crois que les années précédentes, j'étais en version 2. Donc en termes de chiffres, vous inquiétez pas s'il y a des différences, il faudrait que je le réactualise et il faudrait que je le réactualise à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été rajoutées parce que des nouvelles choses ont été trouvées sur Escherichia coli par des labos, ou alors tout simplement le génome a été encore un petit peu mieux séquencé. Je ne connais pas la qualité du génome. Voilà. Donc le fichier que vous avez là sous les yeux est exactement le même que ce que l'on télécharge dans, dans un terminal. La petite différence, c'est que si vous vous souvenez, nous on utilise l'attribut GB et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on voudrait le fichier complet. Parce que si vous déroulez là et que vous regardez, vous vous rendez compte que ça s'arrête ici. Et ça, c'est tout simplement de l'économie de bande passante que font les bases de données, parce qu'au départ, peut-être que c'est pas vraiment ce que vous voulez, et après, vous confirmez que vous voulez plus. Donc, vous allez là-dessus, Customize, et vous faites All Features, et vous choisissez le fait de voir les séquences. Et là, vous avez une barre ici, qui vous montre que vous téléchargez, là maintenant vous commencez à télécharger bien plus, et quand vous regardez, bah, vous retrouvez exactement ce qu'on a vu. L'avantage de ce système-là, c'est que vous avez une mise en forme qui a été faite par votre serveur web. Donc on s'est adressé à un serveur web par un outil qui est ici Google Chrome, et lui, il a des instructions, enfin il est programmé pour mettre en forme les données. Donc il entoure ça de liens qui vous permettent de sauter, là par exemple de sauter de protéine en protéine. Là ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez en savoir un peu plus sur cette molécule, eh ben, par exemple vous sautez en cliquant là-dessus, vous sautez automatiquement sur Swissprot. Voilà, et vous allez sur le fichier Swissprot. Swissprot qui, encore une fois, nous aussi, hein, on l'a utilisé, hein, Swissprot. Et Swissprot, j'aimerais bien vous en montrer un, si on rajoute, juste pour vous montrer un petit peu le lien avec ce qu'on fait. Voilà, ça vous voyez, donc c'est pas toujours... hop, update view. Voilà. Et donc je voudrais juste avoir une belle petite prot, c'est dommage que j'ai... Ouais. Hop, est-ce que celle-ci... Ouais. Alors si je fais... Je pense pas que je sois dans le bon là, à moins que... Si, voilà, vous voyez. Donc là, c'est la possibilité, ça c'est la vue web.
de votre molécule. Donc tout mis en forme avec des jolis titres. Donc ça c'est pour qu'un être humain s'en sorte beaucoup mieux. Et puis la petite astuce dans SwissProt, c'est tout simplement de taper .txt. Voilà, et si vous tapez .txt, là c'est la manière simple pour SwissProt de faire ça, c'est-à-dire que vous êtes intéressé pour récupérer les données brutes, bah, rajoutez juste .txt à la fin de notre fichier, de notre adresse web, et à ce moment-là vous pouvez avoir ça. Voilà. En ce qui concerne la PDB, par exemple, bah, c'est exactement pareil. Hein, si vous allez sur la PDB et qu'on va chercher par exemple ce truc-là, alors par exemple, hop, pardon, là je vous ai donné par le bout de l'histoire, on va vous le faire plutôt par ça, voilà. Donc voilà, ça c'est le fichier si on cherche, bon ça c'est le 1HR2 que vous manipulez en TP et qui a donc pour ceux qui n'auraient pas encore passé de TP, je ne vais pas donner totalement la réponse, mais pour lequel une personne tape une commande bioinformatique et ça donne la valeur 313 alors que ça devrait donner 314. Voilà. Et si vous êtes intéressé par ça, alors la PDB, elle a une documentation quelque part, hein, mais après il reste des petites astuces. Et la petite astuce, c'est vous pouvez afficher la display files, le PDB format, voilà, il vous le donne. Donc vous avez le lien. Et après, moi c'est ça que je vous ai donné. Il suffit juste de comprendre maintenant qu'il suffit de changer un HR2 pour avoir les données brutes. D'accord. Donc il y a toujours ce pendant, il y a toujours ce côté, un site web vous donne accès aux données, mais suivant les modalités que lui il a choisies. Vous n'avez pas les droits de faire ce que vous voulez sur un site web. Et après, ça dépend des organismes de vous donner accès. Bah, typiquement, un Facebook ne vous donnera pas accès facilement à des données. Un Amazon ne vous donnera pas accès facilement à leurs données parce qu'ils font du business derrière. Là, on a des organismes académiques qui sont payés par les gens, par les taxes, et donc c'est leur devoir de fournir au maximum des choses. Alors le NCBI, et ces adresses sont un peu plus compliquées. C'est une banque de données qui est allée un peu plus loin dans la logique. C'est pas juste un petit peu bidouiller l'adresse. Eux, ils ont ce qu'on appelle des entrées utilities. Donc je vais y revenir tout de suite. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous allez regarder donc alors je vais vous montrer comment ça se passe. Hein, si on revient sur un truc comme ça, voilà, sur le génome d'Escherichia coli, hop. Et pour ceux qui ont peut-être remarqué, l'adresse qui est là est totalement différente. Ça, c'est la différence avec des organismes comme peut-être PDB ou SwissProt. Bien que la PDB ait des adresses spéciales aussi à part, mais on peut bidouiller la PDB, l'adresse pour récupérer les données brutes. Le NCBI, ça marche pas comme ça. Le NCBI, c'est un peu plus carré, c'est un peu plus, c'est très protocolaire, c'est normal. Ils ont derrière plusieurs dizaines de bases de données. Donc eux, ils ne vous autorisent pas à bidouiller cette adresse-là, d'accord? C'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment l'adresse qui vous permet d'accéder au site web, à la version web. Et si vous faites, alors dans vos outils, vous avez normalement une partie qui s'appelle hop, non, paramètres, non, pardon, c'est pas ça, une partie qui s'appelle, faut que je retrouve, où es-tu? Plus d'outils, voilà, outils de développement. Donc ça, vous avez très souvent, dans un Safari, il faut parfois l'activer par défaut. Et dans les outils de développement, vous avez des trucs vachement sympas, c'est que vous pouvez rentrer dans les adresses, vous pouvez rentrer dans les navigateurs, et en fait, c'est ce genre de choses, malheureusement, que vous devez vous taper. Voilà, c'est ce genre de fatras. Et ça, c'est essentiellement de la mise en forme. Et c'est même très difficile aujourd'hui de trouver les données. C'est pas parce que vous les voyez là que vous les avez forcément facilement, parce que les pages web sont devenues de véritables petits programmes, c'est-à-dire qu'il y a des appels en interne à d'autres sous-programmes qui vont alimenter ces pages pour les associer façon puzzle. Et curl, malheureusement, un outil comme curl, lui, ne fait pas ce travail-là. Il ne fait pas ce travail-là, il va à ce qu'il y a au bout de l'adresse et il ne va pas retourner dire ah, il m'en faut plus ou quoi que ce soit. Voilà. Au lieu qu'un Firefox, un Google Chrome, c'est son travail de faire ça. Donc il fallait des adresses spéciales. Donc le NCBI a développé les entrées utilities. Et si vous faites les entrées utilities, ça vous fait ça. Donc vous tapez les entrées utilities. Donc vous avez, moi j'aime bien une page qui s'appelle in-depth. Donc
ça vous donne tout le détail sur les entrées utilities. On va dégager ça. Donc The e-Utilities in Depth, et si vous faites ça, vous avez le NCBI est également un organisme qui fournit donc des livres, ce qu'on appelle bookshelf. Enfin, vous pouvez trouver des livres de biomol dedans, hein, avec illustrations et tout, mais ils ont pas mal de livres pour documenter leur propre système. Et en fait, les entrées utilities, c'est un paquet de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 programmes, 9 petits programmes que vous accédez par une adresse et à qui vous donnez des paramètres. Voilà. Et chaque programme est destiné à fournir un service particulier. Vous pouvez les enchaîner, c'est-à-dire la sorte, un peu comme on fait en ligne de commande. C'est-à-dire que la sortie d'un outil sert à en entrer aux autres outils si vous savez bidouiller. Vous avez l'outil eSearch, ça vous permet, si vous ne savez pas les identifiants, parce que eFetch qu'on utilise dans nos adresses de TP, il attend des identifiants. Il n'est pas là pour faire des recherches. Vous savez déjà ce que vous voulez récupérer. Donc des outils comme eSearch vous servent à faire ces recherches, à récupérer une liste d'identifiants, et ensuite à les soumettre à eFetch pour avoir les données. Alors je voudrais juste vous signaler encore quelque chose. Récemment, normalement, nous on passe par curl, hein, comme pour n'importe quelle interface, pour n'importe quelle donnée web qu'on voudrait récupérer. Il se trouve que le NCBI a conçu des outils en ligne de commande pour ne pas avoir besoin de passer par curl. Donc c'est des outils dédiés pour interagir avec leurs entrées utilities. Donc il y a des outils en ligne de commande qui s'appellent maintenant eSearch ePost. Donc ça s'appelle entrée utilities Unix Tools. Je vais essayer avec ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, là on retrouve ce que j'avais. Voilà. Donc si vous faites ça, vous avez donc directement ces outils qui seront, donc si vous utilisez l'installation qui est ici, donc vous voyez que l'installation justement comme par hasard utilise du curl, parce qu'en fait ça vous fait rechercher ce que j'appelle un script shell, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est un fichier texte qui donne des instructions, des commandes, et là ce sont des commandes pour installer les outils que fournit le NCBI. Donc c'est un script shell que votre ordinateur va lire et va taper les instructions, va les réaliser comme si c'est vous qui les aviez tapées. Et donc les instructions sont là. Et en faisant ça, à l'issue du processus d'installation, il y a une petite bidouille à faire ici. Ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais lorsque vous installez des nouveaux logiciels sur un ordinateur, eh bien, il faut qu'en fonction de l'endroit où vous mettez ces outils, il faut dire à l'ordinateur où sont ces nouveaux outils, parce que l'ordinateur, il est bête. Si vous tapez une commande, même s'il a la commande sous son nez, même si vous êtes dans le répertoire où il y a la nouvelle commande, il pourra ne pas la trouver parce qu'il a une liste de répertoires très précis où il va chercher toutes les commandes possibles. Et si ce répertoire dans lequel il y a ces entrées utilities n'est pas rajouté, eh bien vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, vous avez tout ça. Là, on retrouve les doubles chevrons que je vous explique dans le TP4. Donc ça, c'est pour envoyer ce truc-là dans un fichier. Donc vous verrez que vous retrouvez toutes les syntaxes, tous les petits idiomes qu'on a déjà vus. Et en fait, ce n'est que déclinaison sur le même thème, toutes ces choses-là. Après, il y a des petites particularités, hein. On n'a pas tout appris en 3 fois 3 heures de TP, mais vous avez déjà une bonne base pour pouvoir évoluer. Et lorsque vous faites ça, eh ben, vous avez tous ces outils-là. Voilà. Donc vous n'êtes plus obligé de faire du curl-s. Vous avez eFetch et du coup eFetch possède des paramètres comme n'importe quel outil. Voilà, regardez, je vous montre ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais eSearch devient un outil avec option DB, donc vous lui annoncez avec "-db" la base de données que vous voulez, PubMed, et vous lui annoncez, comme c'est du eSearch, vous faites une recherche, je voudrais que dans PubMed tu me trouves tous les articles Obscene Gene Conversion. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais. Ça, ces outils, ils ont été créés il y a, je sais pas moi, je crois que j'ai vu passer ça il y a 1 ou 2 ans. Je sais pas de quand date la doc. 2020, created 2013, donc c'est, enfin après je sais pas, faudrait voir si c'était déjà bien. J'avais l'impression que c'était pas si vieux, mais pourquoi pas. Et vous voyez que ces outils
40 ans, 50 ans après grep et tout ça, eh bien, il fonctionne toujours de la même façon. Donc c'est pour ça, vous savez, une fois utiliser bien des commandes Unix, vous serez capable de vous adapter à tout. Et regardez là, juste, c'est vachement intéressant. Vous avez comment vous faites comment vous enchaînez les outils entre eux. Et bah, aucune surprise, vous avez le pipe. Et ça, c'est vachement intéressant parce que regardez le pipe, ce qu'il fait là. Vous faites un E-search, vous faites l'interrogation, vous cherchez dans PubMed l'ICOPEN C-class et vous pipez le résultat à E-fetch en lui disant bah, maintenant tu récupères de cette liste-là, je veux les abstracts. Voilà. Ok. Donc du coup, et le résultat, c'est ça. Donc ça vous fait une ligne de commande, ça fait la même chose fondamentalement, mais ça vous fait une ligne de commande qui est beaucoup plus condensée parce que en voulant utiliser eSearch, vous n'avez pas besoin de vous taper toute l'URL de base avec tous les. C'est beaucoup moins long à taper, c'est beaucoup plus condensé. Voilà. Et maintenant, ils ont tendance à recommander ça. Alors, j'espère que bon, ce sera une possibilité plus tard. Voilà. Vous voyez ici par exemple, search sur la database protéine, vous cherchez tout ce qui est lycopene C-class et vous faites un e-fetch au format FASTA en pipe. Et du coup, vous avez ça. Bah, c'est intéressant, moi j'aime bien. Je me suis jamais trop intéressé à ça parce que mon intérêt c'est aussi de vous faire un petit peu comprendre au-delà. Là, le problème c'est que ça vous enferme un petit peu dans la logique des outils NCBI. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire comprendre qu'il y a ça ailleurs. Alors, si on va sur le MBL par exemple, là, vous avez un outil qui s'appelle dbfetch, entre autres. Et si vous allez, donc là on est en Europe, et l'outil dbfetch, eh ben, il fonctionne exactement suivant un petit peu la même logique, c'est-à-dire que vous avez, alors on va faire le how to use dbfetch. Alors ça c'est le dbfetch qui est formulaire. Moi je voudrais le web service. Alors on a un gentil perroquet sur la ligne, c'est sympa. Moi j'aime bien, je trouve ça cool. Il siffle bien. Euh, Non mais c'était rigolo, vous pouviez le laisser, il n'y a pas de souci. Hein. Ça faisait un petit côté exotique au cours, j'aime bien. Donc vous avez ici voilà les différents outils que vous pouvez faire pour accéder au... alors je vais essayer de vous le faire. Voilà, attendez, je vais essayer de vous trouver les adresses de base. En live en général on trouve pas toujours ce qu'on veut tout de suite. J'aimerais bien voir les URL. Bah c'est pas grave, tant pis. Voilà. Alors, où sont médias? Elles sont là. Voilà. Donc du coup, hop. Donc ça c'est la mise en forme, c'est ce que je vous expliquais. Donc il n'y a pas de différence si vous voulez, il y a toujours les données qui sont hébergées sur un serveur et vous avez juste des adresses qui permettent au système de savoir à qui s'adressent ces données. Si vous tapez un certain jeu d'adresses, c'est que vous vous adressez, c'est que c'est un être humain et donc à ce moment-là il y a une mise en forme qui passe par un navigateur qui met tout ça en forme. Si c'est un programme informatique, il est programmé pour utiliser un autre jeu d'adresses qui permet de faire ce que l'on appelle du batch processing. Voilà. Ça, on avait vu un petit peu. Donc ça, c'est la formule générale qui n'est pas forcément utilisée par tous les sites, mais c'est la formule la plus consacrée pour faire ce qu'on appelle des web services REST. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire, en fait, ce sont des web services où tout est décrit dans l'adresse. Et c'est intéressant parce que tout est en clair et donc vous pouvez vraiment la bidouiller comme vous voulez. Donc si ça vous intéresse de regarder un petit peu, ça s'appelle les web services REST. À une époque, il y avait une première manière d'accéder au web service. Donc un web service, pour vous donner la définition, si vous voulez, c'est un service web. C'est un service qui est fourni par un site web. Donc les sites web maintenant sont devenus programmables. Ça a toujours existé, un site web a toujours fourni un service, mais le service qu'il fournissait, c'était une page web. Avec l'évolution du web, qui était très orienté commercial initialement, les gens se sont dit, en tout cas pour les gens qui fournissaient ça pour des données qu'il fallait analyser, ils se sont dit, ben, on pourrait, certains sites web, notre site web pourrait fournir d'autres services que simplement une page web. Donc maintenant, on a donné ce terme consacré à des services web, lorsque un site web vous permet
permet de faire des calculs de blast, de clustal, ça vous permet de vous fournir des données, voilà, donc c'est ça qu'on appelle des services web. Et après, pour vous adresser à un service web, à travers le web, il y a des protocoles de communication. Il faut respecter un certain protocole. Le premier protocole était très imbuvable, enfin très lourd, il s'appelait SOAP, tout le monde ne jurait que par lui, et maintenant le protocole de référence est devenu REST. Donc si jamais vous voyez passer ce genre de choses, hein, et c'est très... c'est vrai, puisque regardez, puisque je vais vous montrer ça, je suis tombé dessus tout à l'heure, vous avez ce mot qui apparaît de service web REST, donc ça ne vous surprendra plus maintenant qu'on l'a vu un petit peu ensemble. Web Services, et normalement, voilà, REST API, c'est comme ça que ça s'appelle. Ok, alors la manière un petit peu consacrée de construire ces moyens d'interroger les sites comme si c'était des bases de données que vous aviez totalement sous la main, donc c'est cette manière-là. Donc ça on l'avait vu. Donc c'est à qui vous vous adressez, donc quel programme sur quelle machine et qu'est-ce que vous lui demandez. Voilà. Et donc vous ne pouvez pas mettre d'espace, donc c'est un système de pour ce paramètre-là, moi je voudrais cette valeur-là. Et pour ce paramètre-là, je voudrais là. Donc pour la database, je voudrais que ce soit PubMed, et pour le format de chaque article, je voudrais que ce soit l'abstract. Voilà, point barre. Alors très souvent il y a des arguments qui sont nécessaires. Si vous donnez pas de database, et ben vous allez vous prendre une erreur dans la figure. Et c'est pour ça que quand je fais les TP en salle de ressources informatiques ou que vous les faites là maintenant à distance, si vous faites une erreur sur quelque chose d'important et que vous regardez pas les données et que vous pipelinez derrière en faisant des grep et des word count, et ben vous pouvez vous retrouver avec un résultat de 0. Eh ben, c'est tout simplement parce que dès le départ, vous avez mal tapé l'adresse ou le serveur a un problème et il vous envoie un truc d'erreur. On peut toujours télécharger quelque chose. Euh, Dans la majorité des cas, on télécharge quelque chose. Au pire, c'est un message d'erreur, que le site n'est pas dispo ou que vous n'avez pas fourni les données ou les données que vous donnez ne sont pas compréhensibles. Voilà, donc il faut toujours vérifier les données avec ce genre de choses. Donc je vous avais montré avec Google, hein, donc moi j'utilise pas les services Google donc pour l'instant donc j'ai pas une clé d'authentification. Maintenant ils ont un peu verrouillé les choses. Avant je pouvais vous faire la démo en live simplement en tapant cette adresse. Maintenant il y a une authentification parce que il y a tellement de bots qui utilisent ces adresses pour pomper les données que ça leur donne de la bonne passante. Donc maintenant il faut être authentifié auprès du site, comme quoi vous êtes un développeur, enfin que vous êtes quelqu'un de confiance qui veut interroger, et bah, c'est dans ces adresses que vous devez mettre votre clé d'authentification. Donc si elle n'est pas bonne ou si elle n'existe pas, le site web va même pas chercher à utiliser des ressources de calcul pour vous répondre, il va directement vous envoyer sur les roses. Voilà. Donc finalement ces choses-là ce ne sont que des programmes, hein. Ce sont des petits programmes tels que les programmes curl et efetch que vous avez les programmes curl pardon, et egrep que vous avez sur vos ordinateurs, sauf que grâce à une adresse, vous y accédez directement, comme si vous y accédez à distance, et ces programmes ont le droit d'aller explorer la base de données suivant les critères que vous avez demandé. Voilà, c'est ce qui se passe là. La base de données, là, elle est planquée, elle, par contre. Et si vraiment vous abusez trop de cette facilité, parce que c'est un petit peu facile, hein, la preuve avec les bots on peut programmer, et bien en général les grands sites comme ça vous donnent des possibilités d'installer en local une base de données. Alors c'est pas n'importe qui peut le faire, hein. L'idée c'est de l'installer pour un institut ou pour une université, ce qu'on appelle un site miroir, ce qui fait que vous n'allez pas directement à la source et vous n'empêchez pas avec vos volumes de demandes, vous n'empêchez pas les gens qui ont des demandes plus modestes de ramer à fond, quoi. Voilà, donc ça je passe, ça vous connaissez un petit peu. Voilà, je vous avais donné les deux adresses différentes, hein. Ça c'est par exemple comment on fait pour demander du FASTA au NCBI. Donc le programme s'appelle efetch, la base donc les paramètres c'est db, la base elle s'appelle nucléotide. Donc tout ça c'est propre au NCBI. Et si vous passez à l'EMB, à l'EBI, eh bien la logique est la même, hein. Eux ils respectent vraiment, ils sont vraiment carrés sur
la structure, le pattern des adresses. Par contre, évidemment, c'est comme passer du programme curl au programme wget, qui sont deux programmes différents. Wget, c'est l'équivalent de curl, mais il a ses propres paramètres, il fait la même chose, mais il a ses propres paramétrages et son propre nom. Donc, du coup, vous devez vous adapter et lire la documentation. Donc, la database, ça s'appelle plus nucléotide, ça s'appelle par exemple comme ça. Là, on retrouve à peu près la même chose, des ID. Hop là, pardon. Des ID que vous pouvez en donner plusieurs avec des virgules, ça évite de lancer plusieurs adresses, donc ça limite aussi la bande passante. Et voilà comment ça se passe. Et là, vous avez tous les trucs au format FASTA. Voilà, donc Google Maps on passe, je vous avais montré, et donc si vous changez simplement les paramètres là, ce qui est vachement bien avec ça, c'est que quand vous avez compris ça, vous pouvez, et à un moment je le faisais en TP, vous pouvez générer une série d'adresses. Simplement à partir d'un terminal, vous pouvez générer, je ne sais pas, vous avez 2000 fichiers à télécharger, vous pouvez générer automatiquement à partir d'une liste des 2000 identifiants, il y a moyen en Unix de générer 2000 adresses qui téléchargent 2000 fichiers différents, 2000 séquences différentes. Donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle de l'automatisation. On automatise la tâche. Et je pense que vous en conviendrez que c'est bien plus facile que de se taper soi-même les 2000 adresses. Rien que pour les changer, à chaque fois qu'il faut changer le petit paramètre, c'est long en faisant du copier-coller. Puis après, vous avez 2000 fichiers à gérer. Ça s'automatise très bien. Ce que je ferais peut-être, du coup, ce que j'ai. Alors, moi, j'ai pensé à un truc qui me plairait bien de vous faire, puisqu'on a la possibilité d'avoir de filmer mon ordinateur. Moi, j'aimerais bien un tout petit peu vous montrer l'automatisation, comment je la faisais il y a quelques années. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment, à la suite de ce que vous faites au TP, on peut aller un peu plus loin et on peut aller vers des choses beaucoup plus intéressantes. Et on peut, par exemple, récupérer les génomes de 1 millier de bactéries ou toutes les protéines d'une certaine famille, etc., etc. Là, il n'y a rien. Ok, j'ai cru qu'il y avait un message. Ça marche. Donc ça, je pense que je vais me réserver, je vais en faire un petit peu moins sur l'aspect diapo et je vais plus vous montrer l'aspect un petit peu live et une extension des TP si vous voulez, puisque finalement, c'est quand même, tout est mélangé. Voilà. Et là, vous rajoutez le paramètre mapType et puis vous pouvez avoir entre ça et ça, vous allez faire travailler différemment l'outil qui s'appelle Static Map et vous aurez un résultat différent à la fin. Donc encore une fois, c'est comme vos options. Ce que vous avez là, c'est des options de votre programme, options arguments, hein, les options, ça change la manière dont ça fait le travail. Ça ne change pas ce que fait fondamentalement cet outil, ça change la manière dont il le fait. Là, il fait du satellite, là, il ne fait pas de satellite. Voilà. Okay. Alors c'est devenu tellement intéressant ces histoires de web programmables qu'il y a des sites qui les ont référencés parce que maintenant vous pouvez en théorie, et c'est ça un petit peu le rêve des web services. En théorie, vous pouvez, à partir d'outils de base, vous pourriez quasiment avoir une plateforme de bioinformatique à partir d'un ordinateur très réduit, une connexion Internet efficace de préférence, qui n'est pas mon cas, en ligne de commande, vous avez les grands centres de bioinformatique qui vous fournissent les données et il y en a certains qui vous fournissent aussi les capacités de calcul. On pourrait faire un ClustalW ou un BLAST. Par exemple, vous avez NCBI qui vous fournit la possibilité de faire un BLAST. Vous lui envoyez la séquence. Ça nécessite quelque chose d'un petit peu plus compliqué on ne peut pas le mettre dans l'adresse parce qu'une séquence c'est un peu trop long. Je vous montrerai ça aussi. Je vais vous préparer des petites démos, mais ça, il faut que je le prépare parce que sinon, c'est trop casse-gueule en live. Vous pourriez faire un Blast ou un ClustalW, laisser tourner là-bas aux États-Unis et vous récupérez les données et vous continuez. D'accord. Donc, ce serait la possibilité de vraiment faire de la bioinformatique à partir de quasiment rien. Mais par contre, il faut une ligne de commande pour pouvoir faire ça. Donc il y a des sites qui vous référencent tout ce qui est sites qui vous fournissent ce genre de possibilités, de données, de calculs, donc la possibilité de générer des données au besoin.
pas des données stockées dans des bases de données, mais vous générez des données en live à partir d'algorithmes. Et si vous enchaînez ça, vous pouvez faire littéralement un petit logiciel. Donc c'est ce qu'on appelle un mashup. Alors il y a beaucoup de sites web qui utilisent ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le site web est presque qu'une coquille vide. Si vous avez un site qui vous propose de déposer de donner un avis ou de rechercher des restaurants par avis avec les photos et la géolocalisation, eh ben, il y a de fortes chances que finalement la seule chose que fait ce site web, c'est vous de fournir une belle coque graphique qui met en connexion un site qui fournit les ratings de restaurants, un site qui en fonction du nom restaurant vous donne la géolocalisation et le site Google Maps où vous pouvez voir précisément sur une carte. Donc c'est juste un site qui permet de fusionner tout ça en un nouvel outil. Et ça revient exactement, si vous y réfléchissez, c'est exactement ce qu'on fait en ligne de commande. Vous avez maintenant des outils, des sites web qui fournissent des fonctionnalités de base. Je te géolocalise quelque chose si tu me donnes la coordonnée géographique et je te fournis la carte. Tu n'as plus qu'à choisir satellite ou pas. Moi, si tu me donnes le nom d'un restaurant, je te donne les ratings et puis je peux te donner la possibilité de les classer, de nanana, et de même de géolocaliser où sont les personnes qui ont donné cette estimation sur ce restaurant. Voilà. Donc ce sont des sites qui fournissent chacun une brique de base, mais le vrai truc intéressant et qui va permettre de faire un outil qui n'existe pas et qui répond à une question précise, à un besoin précis, c'est la combinaison de tout ça. C'est ce qu'on appelle le mashup. Et c'est ce que nous, on fait avec nos outils en ligne de commande. Quand vous avez les outils TR, curl, grep, de base, chaque outil fait son petit truc. Il ne sait pas faire ce que sait faire l'autre, mais ils se passent mutuellement les données. Et à la fin, grâce à vous, grâce à l'utilisateur qui les fait parler et qui les amène à parler de telle façon que le dernier outil fournit un résultat qui a du sens et qui répond à une question précise. Et bien là, c'est exactement pareil. Sauf que ce n'est pas des outils en ligne de commande que vous combinez, c'est des outils à distance, accessibles à partir de sites web où les adresses reviennent quasiment à des lignes de commande, quoi. Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, c'est toujours déclinaison un petit peu sur le même thème, sauf que c'est de plus en plus souple en termes de facilité. Là, on peut quasiment faire avec un téléphone. Alors, il y a un site qui s'appelle Biocatalogue. Quand les gens se sont rués en bioinformatique, chacun voulait faire, moi j'en avais fait aussi. Biocatalogue, est-ce qu'il existe encore le petit coco? Après, les sites disparaissent, reviennent. Ça, c'est toujours un petit peu embêtant suivant le succès qu'ils ont eu. Voilà, alors après, ils sont repris par d'autres trucs. Alors attendez, je vais faire juste biocatalogue, web services. Voilà, on va voir ça. Alors, il y a la publi, parce que ça, les gens sont toujours hyper pressés pour faire la publi. Sinon, le chercheur, il meurt dans le système actuel. Mais après, malheureusement, la publi reste et le site, lui, il a bougé ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, voilà, moi je fais des captures, au moins, ça fait de l'archéologie. Donc il faudrait voir la forme qu'il a pris actuellement. Il y a un énorme... j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, il a été repris par le réseau Elixir. Elixir, c'est un gigantesque réseau au niveau européen pour fédérer l'ensemble justement, des sites qui fournissent des services dans le but un petit peu rêvé. Le grand rêve, c'est d'avoir justement tous ces sites interconnectés. Et puis vous avez une interface, vous avez plus un biologiste, il n'a plus besoin qu'à taper 3 commandes et puis il y a tout qui se fait. On peut même récupérer les pipelines des autres parce qu'on sait que sur tel organisme, quand on veut s'intéresser à ça, taper cette commande, ça va marcher. Voilà, donc ça c'est un petit peu le rêve. Donc ça s'appelle Biocatalogue. Et là, vous enregistriez les web services, si vous en aviez, si vous vouliez vous déclarer en tant que fournisseur d'un web service. Donc vous voyez, c'était classé. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez, on retrouve ce que je vous disais. Je vais faire un petit zoom. On retrouve ce que je vous disais. Ils étaient classés en deux catégories, les web services SOAP et les web services REST. À l'époque, les SOAP, comme je vous le disais, justement, ils explosaient par rapport au REST. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler de SOAP, même si on le voit encore passer, mais c'est pas celui
qui est le plus... hop, tu peux me le réduire? Bah, c'est pas grave, hop, on va le faire comme ça. Voilà. Et après, c'était classé par type de catégorie de web service. Vous êtes intéressé, voilà, c'est ce que je vous disais, par l'analyse de séquences. Donc là, c'était vraiment des outils, des blasts. Voilà, vous pouviez accéder. Là, c'est des noms d'outils. Vous pouvez rechercher des motifs protéiques. Vous pouvez faire du HMMER, etc., etc. Et puis sinon, il y avait des services de base de données. Vous pouviez faire de la génomique, de la protéomique, data retrieval, donc des récupérations de données, du microarray, de la phylogénie, voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. Le seul truc, c'est la découverte de ces choses-là. Il faut se tenir au courant, exactement comme quand un nouvel outil en ligne de commande sortait. Il faut aller se tenir au courant. Et puis après, il fallait bosser la doc, savoir comment ça marche. Et après, la communication entre les autres. Voilà. On va un petit peu dézoomer. Voilà, 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 voilà. Voilà, alors ça c'est ce que je vous disais, effectivement. Donc vous pouvez, afin de limiter les abus, donc vous avez ça. Et donc ça c'est la clé qu'il faut fournir. C'est la raison pour laquelle là sur Google Maps, il faudrait d'abord que j'ai une clé. Je dois en avoir une qui traîne, mais je ne sais plus. Il faut en redemander une qui a aussi une date de validité, histoire que quand la clé se perd dans la nature, on ne sait jamais. Il y a souvent des développeurs qui les enferment dans leur programme informatique, dont le code source est dispo sur le web, et bim, ça fait une clé qui est dispo. Donc du coup, les clés ont sans doute aussi une validité. Euh, donc voilà, vous la rentrez comme ça, très souvent ça s'appelle API Key, et vous mettez derrière, c'est un code un peu cabalistique. Après, comme je vous le dis ici, et c'est ça justement que je vous disais, c'est que souvent c'est encore un peu plus compliqué que ce qui est écrit là, c'est que sans vouloir rentrer trop dans les détails, en fait il y a deux manières d'envoyer des demandes à un site web. C'est deux grandes méthodes. Il y a une méthode qu'on appelle GET, et la méthode GET, tout est écrit dans l'adresse là. Et vous avez une autre méthode qui s'appelle POST. Et en fait, ça, c'est ce que vous utilisez quand vous remplissez un formulaire. Vous, la méthode GET, c'est quand vous cliquez sur un lien ou quand vous tapez l'adresse dans la barre d'adresse, en fait, vous utilisez GET. Voilà, GET, c'est une action. Vous dites à votre site web, tu vois là, GET, allez, file-moi, je veux ça. Et, euh, et post, c'est quand vous avez un formulaire, vous avez des champs, et là, vous savez que vous pouvez envoyer un max de données. Par exemple, vous pouvez avoir des champs texte avec énormément de choses, hein, quand vous soumettez, je sais pas moi, un rapport en ligne à une école doctorale, et puis vous pouvez même carrément soumettre des données sous forme de fichiers. Hein, donc vous pouvez chercher un fichier, le déposer, et ça utilise une méthode post. Alors, cette manière d'interagir, on peut aussi la faire avec curl. Il n'y a aucun souci. En fait, curl peut faire du post. Nous, on a toujours fait du get par défaut. Sauf que c'est un peu plus compliqué à écrire. Mais c'est absolument pas impossible. C'est même largement possible. Parce que si c'était pas possible d'automatiser ça, ce serait un peu embêtant aussi. Et ben, cette manière d'utiliser curl vous permet du coup d'envoyer un volume de données beaucoup plus grand. Ce qui est intéressant lorsque vous vous adressez à des web services qui ont besoin d'avoir comme données pour travailler, non pas un petit mot genre database égale nucléotide et puis l'ID c'est ça c'est minimal comme info qu'on envoie au site, donc get ça suffit. Mais si vous voulez faire un blast, et que ou un clustal, dans un clustal vous avez, je sais pas moi, 10 séquences, 100 séquences d'aminoacides RNA synthétase que vous voulez aligner parce que vous n'avez pas l'outil clustal W, ou même, vous pouvez même carrément demander au site d'aller faire un clustal W en donnant simplement les identifiants. Et alors à ce moment-là, le clustal W à distance, c'est lui qui va lui-même comme un grand chercher dans la base de données qui est chez lui. Donc ça c'est encore mieux, ça vous permet de le faire en get. Mais si vraiment vous avez vos séquences à vous, très souvent les scientifiques travaillent sur leurs séquences qui ne sont pas forcément sur les databases, eh bien vous les envoyez. Et alors il faut utiliser POST. Voilà. Alors je voudrais quand même vous montrer, le blast du NCBI, la gueule qu'il a. Web service. Hop. Bap. Alors, zoom. Ouais. Bon, si je trouve pas, c'est pas grave.
Voilà, donc ça c'est le site de ce qu'ils appellent la Web Service Interface. Donc vous voyez, on retrouve toujours la même chose, RESTful Interface. Donc ça veut dire que vous avez un moyen de communiquer qui est par REST. Et donc là, en général, vous pouvez passer par un outil en ligne de commande, mais en général, pour ce genre de choses qui est plus important, c'est plus efficace de passer par un petit langage de programmation. Et les langages de programmation, ils savent aussi contacter des sites web, il n'y a aucun souci. C'est un peu plus déclaratif. Ça, c'est par exemple le code en Perl qui permet de faire. Sinon, on va aller sur la documentation qui est là. Voilà. Et donc là, vous avez l'ensemble des paramètres qu'il faut envoyer qui sont possibles pour lancer un blast à distance. Donc c'est ça qui est vachement sympa. Et donc vous pouvez préciser la database contre laquelle vous voulez faire le blast, et puis après à un moment donné, vous pouvez tout préciser, le coût en gap, la matrice que vous utilisez pour faire les alignements, les matrices Blossom et tout, la manière dont vous voulez récupérer les alignements, voilà. Donc vous pouvez évidemment demander à faire des blasts d'une séquence qui est déjà dans la base de données du NCBI contre une certaine base de données génomique. Donc tout se fait en interne, vous avez du coup pas de séquence à envoyer, mais vous pouvez aussi, alors il faudrait voir, vous pouvez aussi envoyer vos séquences à vous. Alors du coup maintenant il y a des authentifications parce que bon c'est quand même des choses... voilà. Vous pouvez même choisir la région où vous voulez aligner. Donc vous avez, comme Amazon, hein, je vous avais expliqué, les web services Amazon maintenant, vous pouvez utiliser leur infrastructure informatique pour faire ça. Par exemple Amazon, alors c'est une philosophie cloud, c'est un petit peu différent, je ne vais pas trop rentrer. C'est aussi déclinaison sur le même thème, mais c'est juste que la manière de communiquer, la manière de travailler est différente. Donc, ça s'appelle du cloud maintenant, mais bon. Mais la logique est la même, vous avez des blasts qui vous attendent gentiment à différents endroits du monde sur des ordinateurs qui sont à différents endroits. Donc c'est sûr qu'en termes de transfert de données, si en termes de calcul proprement dit, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, c'est ce qu'il vous dit, hein, downloads are faster if the instance runs in a region that is geographically close to NCBI. Donc en tant que Français, il vaut mieux l'envoyer sur l'Irlande qu'en Californie ou en Virginie. Voilà. Ça c'est toujours. Mais il y a plein de choses à paramétrer. Voilà. Voilou. Alors, il y a une manière d'accéder aux données brutes, hein, et on l'a vu en TP, et on le verra en TP pour ceux qui ont pas encore vu le TP. Et ben, c'est par exemple si vous allez sur la page du Monde, ça fait très longtemps aussi que les journaux, qui soient scientifiques ou plus généralistes, connaissent cette problématique de fournir les données autrement que dans une jolie page web comme ça, parce que, et là encore une fois, ce sont des outils qui sont construits simplement ils font des mashups, donc vous avez des outils qui rassemblent le contenu des news de X journaux. Le Monde, Libé, tout ce que vous voulez. Et comment ils font pour avoir accès à ça? Eh ben, c'est très simple. Ils vont vers des adresses spécialisées fournies par ces journaux qui vous évitent, si vous voulez avoir ce titre-là avec cette image-là, eh ben ça vous évite d'avoir à vous taper un code imbuvable de mise en forme avec la pub de Game of Thrones à côté, vous voyez. Parce que c'est un travail énorme, et en plus le pire c'est que si jamais le Monde décide de changer de style graphique, ça change tout en termes de placement, et ça écroule tous les outils qui utiliseraient, qui seraient attachés à cette mise en forme parce qu'ils savent que ce titre-là, il est précisément à tel endroit, parce que dans cette maquette, c'est comme ça. Donc pour ne pas être dépendant de la mise en forme, qui est absolument pas le truc qui intéresse, ça fait longtemps, avant même qu'on parle de web service, mais c'est déjà, si vous voulez, un petit peu des web services, sauf qu'ils ont toujours eu leur petit format à eux, ça s'appelle les RSS feeds, donc les fils RSS. Et c'est ce petit radar orange que vous avez. Voilà. Donc chaque fois que vous avez ça, vous pouvez... voilà, donc là, vous avez une petite info sur le truc RSS, en quoi ça consiste, les conditions d'utilisation, mais après ils vous disent, voilà, nos flux sont les suivants.
Donc si vous faites une application ou même un programme, on pourrait en faire un maintenant avec les outils de TP, c'est tout à fait faisable. Faudrait un peu plus travailler évidemment, parce que moi je vous ai pas mal dirigé les choses, là il faudra un petit peu fouiller. Mais vous pouvez, là-dedans sont planquées sur cette page web les adresses des flux. Que chaque fois que je mets ma souris au-dessus d'un de ces liens, je vois l'adresse ici qui correspond à l'adresse qui au bout duquel me permettra d'avoir ces flux. Donc je vais vous montrer ça, c'est très simple. Hop, je vais aller là-dessus. Est-ce que j'ai coupé mon économiseur? Ouais. Donc pas mon économiseur, mon antivirus. Hop, je vais là-dessus. Et maintenant je dis, allez, je voudrais avoir des nouvelles en international du Proche-Orient. Je fais copier l'adresse du lien. Je vais là-dessus, je fais ça. Voilà. Et regardez donc l'adresse, le monde Proche-Orient et vous avez ce petit truc particulier. Ça. Alors, c'est un fichier qui est déjà tout prêt, ou alors, moi je ne sais pas comment le monde fonctionne, ou alors c'est au besoin, et en fait ça ressemble à une syntaxe de fichier, mais en fait derrière c'est un programme informatique qui comprend que quand on s'adresse à lui, eh ben, on veut le Proche-Orient, les dernières news, dans un format particulier qui s'appelle XML. Et ce format, je vous en parle un petit peu dans les formats, c'est le grand frère des formats arborescent dont HTML fait partie. Et si vous tapez ça, eh ben voilà ce que vous avez. Voilà. Et donc ça, même si ça paraît un peu quand même pas très lisible, c'est normal parce que ça reste quand même destiné à des programmes informatiques. Mais vous avez les 95% de l'information, c'est l'information importante, c'est l'information de fond. Par contre, elle est encadrée d'un tout petit peu de trucs, c'est-à-dire c'est comme vous voyez, c'est toujours la même chose. Les données, il faut quand même qu'elles soient un minimum balisées par de la mise en forme pour qu'on sache quand même cette ligne à quoi elle correspond. On l'a vu au NCBI, le format GenBank, le format Swissprot, le format PDB. Leur format, eux, c'est des formats tables. Donc l'idée c'est que chaque ligne démarre par un mot en majuscule et ce mot annonce l'information qu'on va avoir. Bah là, c'est ce qu'on appelle un langage balisé. Donc dans un langage balisé, l'information elle est encadrée par deux balises. Donc une balise qui annonce ce que ça va être. Donc par exemple ici vous avez, attendez je vais vous le trouver, title. Donc ça vous annonce que les données qui vont arriver jusqu'à ce que la balise se ferme, et donc la balise, on sait qu'elle est fermée lorsque on retrouve le même mot, mais avec le petit slash là. Slash title. Donc ça veut dire que si vous écrivez un programme informatique, de là à là, vous avez le titre de la news. Donc quelqu'un qui fait un programme saura que s'il veut faire une belle page, il va pomper les données du monde et ce qu'il veut c'est mettre les titres des news, bah, il saura dans son programme informatique qu'il doit aller chercher toutes les lignes qui sont enfermées par ces balises titres. Après là vous avez ça, entre ça et ça, c'est des caractères qui vous annoncent que c'est la date de publication. Ça vous annonce que c'est la description. Donc le petit résumé. Et là, vous avez le lien, parce qu'au final, ces outils vous fournissent de manière très condensée les news, mais vous allez une news qui va vous intéresser, vous allez cliquer dessus pour aller la voir de manière plus détaillée. Et bien voilà le lien qui vous permet d'aller vers la news de manière plus détaillée. Voilà. Et voilà. Et donc après, c'est juste une question de programmeur qui va mettre ça joliment en forme. Mais il a les données brutes. Voilà. Donc c'est les RSS feeds. Alors, si vous allez dans un journal comme Nature, hein, voilà, évidemment tous les journaux ont ça. Alors, ce qui serait carrément cool, c'est qu'ils fournissent les données du journal des articles complets. Ça, c'est pas tous les journaux qui jouent le jeu. Il y en a certains qui le font, je vais vous le montrer. Ou grâce à ces moyens d'accès très faciles, on peut même avoir, si c'est ce qu'on appelle des journaux open source, vous pouvez même avoir le contenu complet de l'article sans avoir payé un abonnement à ce journal, ce qui n'est pas le cas de Nature, pour la majorité des titres. Et ça vous permet à ce moment-là de même carrément faire ce qu'on appelle du text mining, donc de la fouille de données pour faire des petits programmes, pour aller sortir des connaissances à partir de ce qui est publié. Donc si vous allez sur un journal comme ça, la logique est toujours la même. Alors il faut que je le retrouve parce que justement à chaque fois ils changent un petit peu
leur mise en page. Donc on a quelque chose. Alors parfois c'est paumé un peu dans le code source, mais je le vois pas là, si jamais. Ils sont où leurs RSS feeds? Je les vois plus. Bah, c'est pas grave. Parfois ça me saute aux yeux et je le vois pas. Dégage avec ça, c'est tout en haut. Non, bah, c'est pas grave. Parfois il faut un petit peu aller les fouiller. Vous pouvez les trouver dans le code source. Là je le vois pas, ça doit être dans une sombre. Dans un sombre truc là, je sais pas où c'est, bah, c'est pas grave, About Us peut-être, je sais pas. Bon, ce sera quelque part. Alors vous savez ce qu'on fait? Googlez votre ami, RSS feeds, nature, hop, voilà, ok. Bon, ça c'est Nature Materials. Moi, j'aurais voulu tout le truc. Ouais, c'est pas grave. On va voir. Bon, bref, vous avez compris. Je vais pas aller plus loin. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la manière d'accéder aux journaux. Donc à l'époque, voilà, quand Nature avait cette tête-là, c'était ici. Et quand vous cliquiez dessus, vous aviez tout ça. Voilà. Donc vous aviez accès au menu, enfin la table des matières de tous ces journaux. Et en fait, chaque journal en plus proposait parfois des choses plus, des RSS feeds sous-thématisés, c'est-à-dire vous pouviez avoir les news, les derniers articles publiés, vous pouviez avoir les articles en avance qui allaient être publiés, donc si vraiment vous vouliez avoir un coup d'avance dans votre analyse, voilà. Alors cette mise à disponibilité des données, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et les gouvernements s'y sont mis aussi. Alors encore une fois, hein, les captures ont dû changer. Hein, il faudra que je réactualise un de ces quatre. Mais donc c'est ce qu'on appelle l'initiative Open Data. Donc l'initiative Open Data, c'est... alors après, il y a des gouvernements qui jouent plus ou moins le jeu, il y en a qui ne le jouent pas du tout, hein, comme vous le savez, il y a des gouvernements qui sont pour la rétention d'informations, il y en a d'autres qui le jouent, mais bon, après, il faut voir la fraîcheur des données aussi, et puis quel type de données ils veulent bien. Moi, c'est toujours intéressant, en principe, ils jouent le jeu. Et vous avez maintenant, pour chaque gouvernement, vous avez une page, par exemple la data.gov aux États-Unis, et vous pouvez récupérer les données de différents champs d'activité qui peuvent vous intéresser. Alors ça, c'est très intéressant si vous êtes un spécialiste de ce domaine et vous voulez récupérer des données. Ce sont des données qui intéressent énormément les journalistes, évidemment, parce que maintenant, les journalistes, ils peuvent directement aller là pour récupérer les données et vous mettre après, si vous avez un département de visualisation, hein, vous savez qu'avec le coronavirus, en ce moment, c'est les gens sont friands là. Dès qu'un journal dit qu'il a fait une visualisation où on peut voir sur la carte du monde l'augmentation des victimes et des contaminations au fil du temps, et ben c'est ça, hein, c'est que c'est un institut de recherche qui fournit ces données-là, et après derrière vous construisez l'outil. Voilà. Donc vous avez ça, et hop, pardon. La France aussi joue le jeu, donc data.gouv.fr. Vous pouvez trouver des tas de données. Vous avez par exemple, voilà, j'en ai pris un exemple, effectif d'étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l'enseignement supérieur. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur ceci. Là, hein, si vous voyez bien là, ce truc-là. Eh bien ça, c'est des formats. Et ces formats, vous avez ce qu'on appelle des formats généralistes. Hein, donc c'est pas des formats, c'est des formats dans lesquels on peut publier n'importe quel type de données. Et le format sur lequel j'attire particulièrement votre attention, sur lequel est basé des formats plus spécialisés, c'est le format CSV. CSV, c'est un format qui veut dire Comma Separated Values. Donc c'est un format généraliste qui permet de faire d'écrire les données au format table. Donc vous avez, comme le format PDB, c'est-à-dire vous avez des colonnes, les lignes sont séparées en colonnes, et vous avez des délimiteurs. Et ce délimiteur, comme on l'a vu ou vous le verrez en TP, pour le PDB, c'est des espaces par exemple. Mais vous pouvez, historiquement, c'est pour ça que ça s'appelle comma separated values, ce sont des virgules, point virgule. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous choisissiez un caractère de séparation qui ne soit pas dans vos données.
parce que si jamais il est dans une seule cellule de données, eh ben vous avez pour cette ligne, vous avez un décalage du nombre de colonnes. Voilà. Donc il faut savoir un petit peu, lorsqu'on pompe ces données, ben, un petit peu ce que ça veut dire ça. RTF, c'est un autre type de... mais c'est un descriptif du jeu des données. Voilà. Après, vous avez des sites qui fédèrent un petit peu toutes ces initiatives, Open Data Index, donc ça vous liste l'ensemble des organismes, des gouvernements qui donnent accès aux données. Vous avez aussi les villes qui rentrent dans cette mouvance, et c'est un petit peu, comme on est quand même à une époque très de communication, c'est très, les villes aiment bien montrer que elles fournissent leurs données à qui veut les utiliser pour faire des outils qui permettent de fournir des services pour faciliter la ville. C'est le mouvement Smart City, donc les villes intelligentes. Et vous avez Strasbourg qui joue bien le jeu avec des endroits comme la plage digitale où ils font des hackathons régulièrement, où des gens vous font des applis. Tout d'un coup, il y a une appli téléphone qui vous permet très facilement de savoir si le bus il arrive pas loin de votre pas de porte, si vous êtes en retard ou pas. Voilà. Mais ça, c'est grâce au fait que la CTS, via la plateforme de données de Strasbourg, vous fournit les données en live. Voilà. Et donc, c'est le mouvement Open Data. Voilà, et donc vous avez Strasbourg ici qui est dans cette mouvance. Voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire à partir du moment... Ça c'est un Mail-Shop. Donc en fait, c'est l'Obs, rue 89, et bien assez rigolo. Hein. La personne, elle est allée taper sur une base de données qui s'appelle IMDB, je crois. Faudrait voir, ouais, voilà, c'est décrit ici, IMDB et TMDB. Donc il est allé sur cette base de données pour aller récupérer les films qui ont été tournés à Paris, pour connaître l'endroit. Et après, ça va venir, Google Maps. Et il a utilisé, alors il s'est pas amusé lui, hein, vous voyez, c'est tout à fait le style de Google Maps, donc ce site n'a pas généré lui-même les cartes, il a fait exactement comme je vous ai montré sur Media, c'est-à-dire il a interrogé Google Maps en lui demandant gentiment, construis-moi la carte pour moi, je te dis la taille, l'endroit et tout, alors ça je sais pas, il faudrait voir si il a tweaké Google Maps pour que ça fasse ses puces, ou si lui, par-dessus, il a rajouté ses petites puces, je pense que c'est des puces qui sont intégrées, il a fourni toute la géolocalisation de tous les sites, et avec un système de coloration, ça il faudrait voir dans le détail. Et donc, vous voyez, c'est dans le mouvement Paris Open Data, donc vous voyez, c'est cette mouvance-là. Et vous avez les endroits où vous passiez au-dessus, et vous saviez que le film a été tourné là, voilà. Ça peut être intéressant pour les touristes, ou ceux qui veulent aller sur les anciens lieux de tournage, voilà. Donc ça, c'est un mashup. Et à côté, il a rajouté juste en sachant bidouiller du web, en étant développeur web, en connaissant la manière dont on construit ce genre de choses, eh bien, il a rajouté des barres où vous pouvez filtrer d'après l'année du film, donc vous pouvez faire le start et le end, le titre, la catégorie, etc., etc. Donc il a juste rajouté ce qu'il faut pour faire un outil qui n'avait pas existé avant, et qui du coup se fait son petit buzz. Mais il a eu juste l'intelligence de... Voilà, il a combiné deux outils, deux sites web qui faisaient des choses de base, mais que personne n'avait associé jusqu'à présent. Voilà. Et c'est ce que nous on fait en TP. La SNCF s'y met énormément. La SNCF est vraiment. Alors, la SNCF, je sais qu'elle a un petit peu ce côté ringard, hein, mais si vous vous intéressez un petit peu à ce que fait la SNCF au niveau des nouvelles technologies, alors je ne sais pas si on peut encore appeler ça des nouvelles technologies, hein, enfin en tout cas des technologies très récentes, tout ce qui est drone, tout ce qui est donc open data, tout ce qui est l'internet des objets, eh bien ils font des conférences régulièrement et en fait ils ont un réseau tellement important que c'est dans leur intérêt de développer des outils et de constamment avoir un flux de données où ils peuvent savoir exactement où sont les soucis, avoir une analyse des données par rapport aux
gens qui utilisent leur réseau, etc., etc. Et cetera. Et donc ils fournissent les données et eux-mêmes utilisent ces données pour optimiser leur système. Donc voilà, donc vous pouvez y aller. Ça vous permet de faire des petites statistiques pour voir s'ils sont vraiment en retard ou pas, comme on le dit, de manière exagérée. Alors j'espère qu'ils bidouillent pas les données, mais ce serait pas dans leur intérêt parce que je pense que ça fait longtemps que quelqu'un aurait fait un recoupement entre les vrais horaires et les horaires qui diffusent. Voilà, donc la SNCF est aussi dans cette mouvance-là. Les journaux sont dans cette mouvance-là, alors de manière plus ou moins ouverte, parce que derrière il y a des journaux, bah, ils veulent la thune, enfin ils veulent de l'argent pour fonctionner. Et vous en avez qui ont besoin d'argent aussi. En fait, c'est les auteurs qui publient qui payent, mais c'est pas les gens qui consultent qui payent. Ceux qui consultent, ils ont accès à tout sans payer. Donc c'est ça le deal. Donc au final, il faut quand même un petit peu payer, hein, parce que derrière, il y a des salariés, il y a des infrastructures, hein, même le site web, il faut bien le faire tourner. Donc on ne peut pas fonctionner avec 0 €. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'argent. Mais le truc, c'est que c'est la personne le visiteur qui veut tout l'article, on n'est pas en train de lui sortir, ah ben vous devez un abonnement d'un an dans ce journal pour avoir le droit avoir le contenu de cet article. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces journaux, du coup, vous fournissent un moyen de récupérer leurs données de manière brute. Vous pouvez récupérer la masse de données exactement sous forme. Alors, ils ont aussi des web services et vous retrouvez toujours la même logique. C'est-à-dire, vous avez le format XML, le format CSV, le RDF. Alors, le RDF, ça fait plutôt partie de tout ce qui est, c'est du graphe. Donc, c'est au-delà encore j'en ai parlé un petit peu. Vous pouvez avoir les données bibliographiques, les tables. Après, il y a les histoires de... Ça, c'est toujours le souci, c'est les figures. Les données, il ne faut pas trop qu'elles soient enfermées dans les figures parce que c'est difficile de récupérer des données enfermées dans des figures. Donc, ils ont en plus une rigueur. Ils vous demandent de présenter des choses d'une manière qui fait que de publier les choses d'une manière... Ils ont des guidelines qui font que les données d'un graphique, vous les retrouverez de manière brute, ce qui vous permet de récupérer parce que pour beaucoup d'articles scientifiques, c'est une figure Illustrator qui est devenue un PNG, et du coup, vous pouvez rien faire avec ça, quoi. Si vous voulez analyser, c'est pas possible. Donc, il y a aussi, ils sont très sensibles à ça, qui fait partie de l'ouverture des données. Voilà. Alors, il y a tellement de mouvances autour de ça, c'est que vous avez même des journaux qui sortent entièrement sur les données. Et vous avez donc par exemple ça chez Nature, Scientific Data, donc c'est des articles spécialement sur la release de données. Donc l'idée n'est pas de fournir de la connaissance biologique derrière, c'est annoncer qu'il existe un dépôt de données, des données comme ci, récoltées comme ça, que vous pouvez accéder comme ci et comme ça, et puis voilà, ça permet de mettre la communauté scientifique au courant qu'il y a des datasets sur lesquels ils peuvent travailler. Voilà. Parce que personne aujourd'hui ne peut, c'est impossible, même une université, vous allez à Strasbourg, on a les petites données qui sont générées, vous avez quelques miroirs de base de données et tout, mais très souvent il faut aller à la source et se constituer son propre sa petite session de travail quand on a un boulot avec un certain type de données. Évidemment, quand on parle de données ouvertes, j'attire votre attention sur l'initiative Wikidata. Je ne sais pas où ils en sont, mais c'est la version Wikipédia pour les données. Donc là, vous avez une initiative qui est, vous avez des données, vous voulez les donner de manière, elles sont structurées, vous voulez les donner de manière accessible, et ben voilà, postez-les chez nous et il faut que ça suive ces guidelines pour que ce soit homogène avec le reste. Voilà. Alors après, vous avez des initiatives très intéressantes. Par exemple, il y avait un journal qui s'appelle RNA Biology. Eh bien, ce journal, si vous publiez dedans, il était exigé que pour l'article publié, vous deviez écrire une page sur Wikipédia pour décrire les résultats qui ont été trouvés dans cet article. Voilà. Donc, vous deviez donner le pendant Wikipédia de votre article. Donc, ça, c'était une initiative qui avait été lancée. Voilà. Alors après, pour récupérer ces masses de données, vous avez différentes manières d'y accéder. Alors nous, on voit l'accès via une adresse web.
On peut automatiser cet accès. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de vous montrer. Ce sera une espèce de TP, mais où il n'y aura que moi qui travaillerai, où je vous montrerai. Un TP court, vraiment très plus court que TP, mais là j'ai l'avantage qu'au moins ça passe mieux qu'en amphi. Et donc, nous, on utilise des adresses web, on peut automatiser ça. C'est pas toujours le moyen le plus efficace. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle le FTP. Alors, j'en avais un petit peu parlé, mais là, j'ai l'occasion de vous le montrer un petit peu mieux. Donc, tout site, le NCBI par exemple, vous fournit les données sous forme de web service. Ça, on vient de le voir. Donc, en fait, vous avez plusieurs manières d'y accéder. Vous êtes un noob en bioinformatique, vous ne savez qu'aller sur les pages web et cliquer sur le bouton enregistrer sous, ok, ça c'est une manière de faire. Vous savez un peu mieux, vous connaissez les entrées utilities, vous pouvez passer par un outil en ligne de commande et vous pouvez même automatiser ça sur un millier de téléchargements. Sinon, ça peut un peu gêner le NCBI au niveau de la bande passante. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas moi, vous voulez récupérer les chromosomes de toutes les drosophiles, le génome annoté, donc les fichiers de GenBank des différents chromosomes. Ce que vous pourriez faire, c'est aller sur le FTP du NCBI. Donc tout site possède ça. Enfin, tout site sérieux possède ça. Tout site dont il sait qu'à un moment donné ou à un autre, les gens auront besoin de récupérer une certaine quantité de données. Alors un site FTP, vous pouvez en faire un chez vous, hein, l'université peut en faire un. Si vous voulez, le C-File de l'université, c'est un site FTP. Mais qui passe par une page web, parce que le web a tout phagocyté aujourd'hui. Donc c'est très caché, hein, faut le savoir, hein, c'est les happy few qui savent ça, on va dire, ils savent que il doit y avoir un FTP quelque part, hop, je clique là-dessus, voilà, et puis quand vous allez là-dessus, eh bien vous voyez que mon navigateur Chrome, il sait parler FTP. C'est-à-dire que je me retrouve un petit peu comme ça, parce que FTP, c'est File Transfer Protocol, c'est un autre langage que HTTP. Pas trop rentrer dans le détail. Alors c'est pas très sexy, hein, mais en fait on retrouve, on a l'impression presque d'être un petit peu sur notre ordinateur, c'est ça l'idée justement. Donc vous voulez aller dans les génomes, vous cliquez là-dessus. Voilà, et encore vous voyez, encore une fois, quand c'est épuré, c'est que c'est pour être efficace. C'est-à-dire que déjà, vous consommez beaucoup moins, il n'y a pas toute la mise en forme, donc c'est très rapide. Ça veut dire que ça va aller beaucoup plus vite que de charger toutes les images et toutes les bannières et tout ce qui va avec. C'est minimaliste parce que le but c'est d'être efficace. Donc si là vous voulez aller sur les... Donc on peut faire... vous allez sur la banque GenBank par exemple. Hop, voilà, vous allez chez les plantes. Hop, voilà. Et puis après vous allez avoir les... Alors, vous voyez, ça met un petit peu de temps même si c'est minimaliste parce que voilà. Vous voyez, hop, voilà le genre de choses que vous avez. Donc il y a de quoi faire. Et après que sur chaque plante... vous avez un README qui vous explique voilà ce qu'il y a, blablabla, blablabla, et puis voici le dernier assemblage du génome. Voilà. Et quand vous allez là-dessus, vous avez... alors en plus c'est en format zippé, donc c'est parce que c'est compressé, et vous voyez, là par exemple pour cet assemblage, vous avez 129 mégas à télécharger. Donc pour faire ça, vous pouvez passer par ça, mais vous voyez si je passe par ça, c'est chaque fichier où je dois cliquer dessus, ça c'est pas cool. Alors après vous pouvez télécharger ce qu'on appelle un client FTP. Et un client FTP c'est donc un logiciel. Quand on dit un client, ça veut dire que c'est un logiciel qui va pouvoir demander des services à un serveur, c'est pour ça qu'il est appelé un client. Votre Chrome c'est un client web, donc un client FTP qui peut dialoguer avec ça. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, je peux vous montrer. Donc on va faire, je n'avais pas encore installé un. Vous avez un truc qui s'appelle FileZilla. Voilà, c'est free. Et FileZilla, vous allez le chercher et vous le téléchargez. Et à ce moment-là, après, vous avez juste à rentrer l'adresse du site FTP et ça vous permet de faire le truc. Alors, ouais, voilà. Je vais peut-être... Quelle heure il est? J'ai encore avancé un petit peu parce que sinon... Alors l'inconvénient de ça, c'est que comme je peux tout vous montrer, donc j'ai envie de tout vous montrer. Alors une autre manière de faire, plus efficace parce que les fichiers sont énormes, et notamment les fichiers de NGS, de séquençage de nouvelle génération,
Il y a des gens qui se sont lancés dans des initiatives. Il existe des protocoles très efficaces pour télécharger des fichiers volumineux. Ça s'appelle les torrents. Bon, ça, vous connaissez. Alors, torrents, ça a la mauvaise réputation parce que c'est lié au piratage, comme le peer-to-peer à une époque. Mais en fait, c'est une technologie. C'est une technologie efficace pour optimiser et pour paralléliser les téléchargements de grands volumes de données. Donc, du coup, en se basant sur ce protocole, il y a des gens, des labos, qui ont mis en place des biotorrents. Je ne sais pas comment c'est utilisé par les labos, il faudrait voir. Je ne suis pas trop, je récupère pas particulièrement en BioTorrent, mais voilà. Hein. Puis vous avez des articles, BitTorious, donc un truc qui vous permet d'avoir un système centralisé d'archivage de données génomiques qui utilise un système BitTorrent. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc ça, je voulais revenir et juste profiter un petit peu aussi que j'ai le PC avec moi ou le navigateur pour vous montrer ça. Est-ce que ça va? Vous êtes toujours avec moi? Ouais. C'est un peu dur le matin, hein. Ouais, ok. Ça va? Ça passe bien le stream? Enfin, le live? Bon, ok. Bien. Alors, super. Donc ça, on les a, ouais, ouais, c'est ça, ouais, exact, fatigué, ouais. On les avait vus, hein, ça, on avait vu ensemble les formats de fichiers là, données textuelles, binaires. Hop. Je me mets pas en full screen parce que si je me mets en full screen, je peux pas voir les éventuelles interventions des gens. Donc c'est un peu moins pratique pour naviguer. Ça, on avait vu, je crois, hein. Non, on l'avait vu ou pas? Parce que je l'ai fait avec d'autres personnes, alors je sais pas. On l'avait vu le fait qu'il existait des fichiers textuels binaires et que les fichiers textuels de données, les programmes, ça s'appelait des scripts. On l'avait vu ça? Vous pensez pas? Ah d'accord, ok. Bah écoutez, on va le refaire. Ça vous dit que je le fasse? Ouais, ok. Bah alors j'ai confondu avec... j'en parle un peu en M1, M2. Ok, alors très bien. Donc finalement on a... Voilà. Bon, bah alors je reviens là alors. Ok, donc, juste pour vous récapituler, quand même, que vous ne soyez pas perdus dans tout ça, donc je vous ai expliqué le pourquoi de cette UE, donc c'est important de programmer, que tout le monde va le faire, que pour répondre à vos questions, il faut savoir le faire maintenant dans tous les métiers. Programmer, ça suppose travailler sur des données, et donc ces données, où sont-elles? Donc là, on vient de sortir du... Je vous ai fait un petit vernis dans les quelques heures que j'ai. On pourrait en parler, on pourrait en faire des livres pleins parce que les initiatives, il y a des initiatives qui meurent, il y a des initiatives qui naissent régulièrement. Voilà, ça vous donne un petit vernis qui vous permet un petit peu de voir dans quel monde vous évoluez parce que pour un certain nombre de ces trucs, c'est des choses que vous avez manipulées mais de manière transparente à travers des interfaces graphiques. Par exemple, les RSS feeds des journaux, c'est clair que vous avez été tout le temps soumis à ça. Voilà. Donc maintenant qu'on en est là, maintenant je vais rentrer dans des aspects un peu plus pratiques quand même. C'est, voyons voir, maintenant on sait récupérer ces données. Comment on fait pour se les accaparer? Alors, donc les données, c'est quoi? C'est des fichiers. Donc des fichiers, c'est un nom, une taille, c'est un début et c'est une fin sur un support physique. Alors la notion de support physique devient de plus en plus abstraite pour vous maintenant que vous êtes essentiellement sur des téléphones, on a tendance un petit peu à vous voyez plus trop cette notion de fichier et de plus en plus l'explorateur, tout ça, je pense que ce sera comme la ligne de commande, c'est des choses qui feront partie du passé. Les gens les utiliseront quasiment plus comme ça, leurs photos, ils verront que leurs photos, tout ça déporté sur des clouds. Donc la vraie manipulation de fichiers sera réservée aux gens qui veulent vraiment faire avec les données, exactement comme aujourd'hui la ligne de commande est passée un petit peu en arrière-plan. Mais ceux qui ont, et ils sont nombreux, et c'est encore ce qu'il faut faire, ceux qui veulent l'utiliser, elle est toujours là, mais il faut aller la chercher. Voilà. Donc vos données maintenant qui sont sur un disque dur, c'est essentiellement déporté sur des clouds. Voilà. Mais ça reste toujours vrai. Donc les bases de données que vous consultez, maintenant c'est plus sur des sites centralisés, mais la technologie reste la même, ça reste des bons disques durs, ultra optimisés, avec des masses de données, etc. etc. Voilà. Mais c'est juste que c'est déporté chez les autres.
Voilà. Alors, les fichiers, ça a deux types de nature. Enfin, il y a deux grands types de fichiers, de données. Vous avez les fichiers qu'on appelle textuels et les fichiers binaires. Alors, je voudrais tout de suite m'arrêter sur cette dichotomie que j'ai mis en place. En fait, tout est, en informatique, tout est binaire. C'est-à-dire, tout est une suite de 0 et de 1 qu'on voit dans les bons gros films de geek là, c'est parce que c'est vraiment le langage que comprend l'ordinateur. Et si on pouvait coder comme ça marcherait bien. Mais en fait, les langages de programmation, les données textuelles, c'est ce qui est intermédiaire entre ce que nous on comprend et ce que l'ordinateur va comprendre. Voilà. Donc les fichiers textuels, c'est aussi informatique derrière, mais ce sont des encodages. C'est un code informatique qui est destiné à être lu comme du texte. C'est ça la différence. C'est que derrière, ça a du sens. C'est un texte qui a du sens. Au lieu qu'un fichier binaire, il n'est pas destiné à être lu comme du texte. Et donc, pour ceux qui parfois de temps en temps sont peut-être, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'ouvrir par erreur dans un truc texte un binaire, s'il vous l'autorise, vous retrouvez, il essaye d'interpréter ça en texte, et vous vous retrouvez avec des espèces de symboles cabalistiques, et puis voilà, voilà. Donc, ok. Après, on peut sous-diviser encore. Donc, dans chacune de ces catégories, bah, vous avez les deux mêmes catégories. C'est-à-dire, vous avez, pour du textuel ou du binaire, vous avez bah, les données. Donc là, je ne vous apprends pas grand-chose, hein. Vous savez que les données texte que vous tapez dans Notepad, tout ça, ben voilà, si je suppose vous ne tapez pas dans Word, parce que malheureusement, Word, c'est un cas particulier. C'est du texte, mais qui est enfermé dans du binaire, parce que c'est le format Word avec toute la mise en forme. Moi, je parle vraiment du texte, d'un notepad, point texte, quoi, sans mise en forme, le texte brut. D'accord, donc c'est des données. Vous avez les données binaires, bah, c'est toutes les données donc textuelles que vous connaissez, les images, les vidéos, les sons. Voilà. Et après, vous avez des programmes informatiques. Alors, je ne vous surprends pas avec les programmes en binaire, hein, c'est tous vos outils, vos jeux. Hein. Par contre, un truc qui est un peu plus surprenant quand on s'y connaît pas, c'est qu'un fichier texte peut être un programme informatique. À partir du moment où les données textuelles, à partir du moment où le texte ne décrit pas des données, mais des instructions dans un langage. Et c'est ce qu'on appelle un script. Ça a donné naissance un petit peu au verbe bâtard scripter. Ça veut dire automatiser. Hein, je vais te scripter ça. Ah, je vais faire un script. Ah, tu pourrais me faire ça. Bah, je vais te faire un script. Donc, je vais t'écrire un jeu d'instructions dans un langage que j'aurais choisi qui va permettre, simplement en tapant le nom du fichier, eh bien, ça va faire l'intégralité de ce qu'il y a écrit, comme si vous l'aviez tapé vous-même. Voilà. Alors, nous, en TP, on ne fait pas ça, parce que ça m'aurait amené à devoir faire une séance spéciale sur les fichiers, où sont mes fichiers, comment j'accède à mes fichiers, nanana, plein d'autres choses. C'est pas insurmontable, pas du tout. C'est même moins compliqué que d'apprendre les commandes. Faut juste l'avoir compris une fois et puis après c'est réglé. Mais nous on le fait pas, mais on aurait pu le faire. C'est-à-dire qu'à la fin du TP, la ligne de commande, elle commence quand même à devenir un petit peu longue. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas fait encore TP, je peux vous montrer un peu la tête qu'elle a. C'est pas la plus longue encore. Voilà, ça fait ce genre de choses. Voilà, ça c'est la plus longue. Donc ça commence à être un petit peu. On est au bout du bout. Alors en Unix, ce qui est intéressant, c'est que si vraiment cette commande, elle nous plaît bien, on peut faire ce qu'on appelle un raccourci de commande. C'est-à-dire que je peux dire qu'à partir de maintenant, toute cette commande, je l'appelle Toto. Et donc quand je tape Toto sur mon ordinateur, dans ma session de travail, et bien Toto sur mon ordinateur, ça voudra dire cette commande. Et donc du coup, c'est un moyen plus rapide. Mais sinon, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un script. Donc on ouvre un fichier texte, on écrit chaque commande sur sa ligne, et on peut faire des choses du coup beaucoup plus compliquées parce qu'on peut stocker des choses intermédiaires, on peut faire des choix, on peut dire s'il se passe ça, alors tu fais ça, et puis ça devient de la vraie programmation. Voilà, ça devient intéressant. Alors suivant le langage que vous choisissez pour faire ces scripts, eh bien c'est là qu'on parle de script shell, si vous les avez fait dans le langage du shell, c'est-à-dire de la ligne de commande. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait TP, je vous explique, la ligne de commande, le programme informatique qui fait cette ligne de commande là, hein, c'est-à-dire pas la coque graphique. La coque graphique, ça s'appelle un terminal. C'est un outil graphique qui n'a qu'une seule vocation, c'est de pouvoir vous lancer une ligne de commande, de vous redonner accès à une ligne de commande comme on le faisait dans le temps, quand l'ordinateur démarrait, c'était ça qu'on avait au démarrage, et pas une belle interface graphique. Donc la ligne de commande qui est là, le programme informatique, ça s'appelle un shell.
S-H-E-2-L. Et un shell est en fait une famille de programmes informatiques. C'est la famille des lignes de commande. Et il en existe des plus ou moins balèzes. Et nous, on utilise le bash. Le bash. Voilà. Alors, si vous voulez être totalement gourou sur ces choses-là, vous prenez un beau bouquin sur le bash. Voilà, hop. Voilà, Learning the Bash Shell, Third Edition, 360 pages dans votre face. Voilà, comme ça au moins vous avez de quoi vous occuper pendant le confinement. Et encore, ça c'est un petit. Et il existe des versions avancées aussi. Je ne sais plus où elles sont. Voilà, 282 recettes pour maîtriser le bash. Voilà. Learning the Bash Shell, enfin voilà, vous avez plein, bah, c'est le même, tiens. Voilà, ok. Et sinon, si vraiment vous voulez être un demi-dieu du shell, eh bien vous allez chercher le plus puissant de tous, qui s'appelle le ZSH. Voilà, le Z Shell. Learning Shell Scripting with ZSH. ZSH. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le shell. Donc si vous écrivez dans le langage du shell, eh ben, votre script s'appelle un script shell. Si vous écrivez en Python, ça s'appelle un script Python. Si vous écrivez en Ruby, ça s'appelle un script Ruby. Voilà, un script Kotlin, tout ce que vous voulez. Donc le nom du script porte le nom de l'instruction. Voilà. Et donc en-tête d'un script, il faut dire à quel programme ça se destine. Si c'est des instructions en Python, il faut dire eh ben, ces instructions doivent être lues par l'interpréteur Python. Si c'est en shell, eh ben, ça doit être lu par le bash. Voilà. Il faut que ce soit le programme informatique qui comprenne ce langage. Voilà. C'est ça le... Ok. Donc voilà pourquoi les programmes textuels sont des programmes, peuvent être des programmes. Alors les scripts, c'est vachement intéressant. Alors dans le temps, les scripts étaient un petit peu décriés parce que enfin décriés. C'était pas aussi efficace que d'écrire des programmes en binaire avec des langages qu'on dit compilés, c'est-à-dire qui transforment les instructions en binaire, en suite de 0 et de 1. Comme ça, l'ordinateur exécute ça plus rapidement puisque c'est déjà en 0 et en 1. Dans un script shell, l'ordinateur lit et puis il y a un temps de conversion. Il doit convertir ça dans sa propre manière de fonctionner. Puisque le langage du script, c'est le langage intermédiaire entre ce que l'être humain est capable d'écrire et ce que l'ordinateur est capable de comprendre. Ouais. Donc, dans le temps, les ordinateurs étaient beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui. Donc, le script n'était pas très efficace si on voulait vraiment avoir de la rapidité. Alors, les programmes en binaire sont toujours un peu plus rapides fondamentalement que les scripts. Mais aujourd'hui, on ne sent plus la différence pour des tâches de base, sauf si vous êtes intéressé par faire des programmes informatiques où la moindre nanoseconde de vitesse compte pour vous. Alors à ce moment-là, effectivement, il faut rester dans du binaire. Mais le script, en termes d'exécution, de temps d'exécution, a rattrapé considérablement son retard, avec l'avantage que eh ben, vous n'avez pas besoin de compiler votre programme et de le rendre incompréhensible. Il reste lisible et donc vous pouvez complètement le remodifier. Vous le lancez, vous voyez que ça ne marche pas, hop, cache dans le script, vous changez quelque chose. Donc c'est action-réaction très rapide. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est ce qui fait qu'un langage comme Python, qui est un langage de script, est devenu top number one dans tous les langages parce qu'il est accessible, notamment pour l'analyse des données, il est accessible et il est scripté, il n'y a pas besoin de compiler et c'est action-réaction directe. Et en plus, pour la petite remarque, si vraiment vous avez besoin d'efficacité en Python, vous pouvez le compiler. Vous-même explicitement, vous pouvez même sous-traiter des routines en langage C pour que ce soit hyper rapide. Alors si jamais je parle un peu chinois, il y a des trucs, je profite de ce cours pour vous donner aussi éducation civique informatique. Hein. Aujourd'hui, dans les news d'actualité générale, on voit passer du Python, on voit passer parce que encore une fois, ça fait partie de la culture d'aujourd'hui, comme on peut parler je sais pas moi, d'histogrammes. Parce que les histogrammes font un peu partie des choses que tout le monde a appris un jour ou l'autre. Et bien là, c'est censé faire partie de la manière dont notre société fonctionne un petit peu. Voilà. C'est pour ça que j'en profite, si jamais, le cours est quand même fait pour ça. Alors, l'avantage des données textuelles, c'est que vous pouvez les visualiser avec n'importe quel outil. Ça, c'est cool. Je vous donne un exemple. Vous me donnez un Excel. Il faut que j'ai Excel. Moi, par exemple, je ne travaille pas sur Excel. Alors, j'ai un autre tableur qui peut le lire, mais il y a des problèmes de compatibilité, donc c'est très propriétaire. Vous me donnez un CSV,
la version textuelle d'un tableur, moi je l'ouvre avec mort dans ma ligne de commande. J'ai aucun problème. Donc il y a pas, le texte est lisible partout. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà. C'est ça aussi qui est bien dans les données textuelles. C'est ouvert et c'est accessible. Voilà. Alors après, vous avez deux types de manières de stocker les données textuelles. De manière non structurée. Alors il y a du plus ou moins non structuré. Vous avez le non structuré total, c'est votre liste de courses. C'est les notes que vous prenez lorsque vous prenez des notes pour un cours. C'est les tweets que les gens tapent à l'arrache sans trop se contrôler. Voilà. Vous avez du semi-structuré, on va dire le texte d'un article, parce qu'il doit y avoir une intro, une ceci, une cela, mais à l'intro, voilà, à part une phrase à peu près correctement formée, il n'y a pas de structure vraiment imposée dans la nature, la manière dont la phrase doit se faire, ne jamais utiliser de participe passé, enfin que sais-je, voilà. Puis après, vous avez le vrai structuré, celui qui définit un vrai format de fichier. Et celui-ci, bah, c'est le plus sympa lorsqu'on fait de l'analyse de données parce qu'on a des règles. On sait que une ligne qui commence comme ça, colonne 18, on est censé trouver ça. Et si on ne le trouve pas, bah, on peut faire le dire. Si tu ne trouves pas, c'est que peut-être d'après le format, voilà, cette donnée n'a pas été... Voilà, on peut donner des ordres très clairs, au lieu que dans les non structurés, plus ou moins, c'est un peu plus difficile. Mais c'est un domaine de l'informatique d'essayer d'interpréter les données non structurées. Tous les gens qui veulent analyser les tweets, parce qu'il y a beaucoup d'infos intéressantes derrière, ben, ils doivent faire avec une mise en forme un peu pourrie. Et une contrainte qui est libre. Voilà, si ça peut se dire. Donc le format, donc les données peuvent être de différentes natures, hein, numériques, catégorifiables. Dans les catégorifiables, vous avez les ordinales, non ordinales, et dans les numériques, vous avez les discrètes et les continues. Alors, je vais vous expliquer ça. Hein. En anglais, j'essaie de traduire un petit peu, mais je vous ai donné la version anglaise, parce que souvent, toutes ces choses sont très souvent dans des sites web et des bouquins en anglais, donc avec un anglais technique, c'est pas difficile, mais ça reste de l'anglais, quoi. Donc un exemple de ce que je veux dire par là, bah, la température, c'est numérique continu. Donc c'est des données numériques et c'est continu dans le sens où ça peut prendre potentiellement n'importe quelle valeur dans une gamme de valeurs. Les notes à un examen, c'est censé être discret dans le sens où, bah, on va dire, au pire, même si il y a des quarts de points, mais il n'y aura pas des 0,33, nanana, il y a des valeurs très précises entre 0 et 20. Voyez. Donc c'est ce qu'on appelle ça discret. Vous verrez ça souvent en maths, les distributions continues, les distributions discrètes, voilà. Donc c'est un champ ça vient des maths. Voilà. Les espèces vivantes, c'est une catégorie, mais on ne peut pas l'ordonner. Alors après, vous pourriez me dire si, suivant l'évolution, pardon, que l'on peut ordonner. Justement, j'étais en train de me dire, mais on peut les ordonner. Donc une catégorie que l'on peut ordonner. Donc par exemple, suivant le degré d'évolution. Par contre, si je vous dis infecté, non infecté, muté, non muté, mâle ou femelle, bah, il n'y a pas de raison de dire celui-là, il va avant celui-là. Voilà. Donc ça, c'est des catégories, mais que l'on ne peut pas ordonner. Voilà, ça, c'est des petits exemples. Après, en ce qui concerne les... est-ce qu'on peut faire... attendez, je vois l'heure. Est-ce que comme j'ai commencé un petit peu tard, est-ce que ça... on fait 11 heures, ça vous va? Je termine à 11 heures, c'est bon? Vous serez encore avec moi jusqu'à 11 heures? C'est prévu dans le planning? Ouais? Ok, super. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Impeccable. Alors je continue. Donc maintenant les formats de fichiers. Donc il y avait la nature des données et maintenant les types de formats. Alors donc là je vous ai montré. Donc ça c'est par exemple le format texte. Donc c'est ce format-là, c'est ce qu'on appelle le format texte. C'est le nom d'un format qu'on retrouve dans tous les domaines. Le format texte que je vous ai montré ici en bioinformatique, c'est le format FASTA. Alors le format FASTA, c'est le plus petit format, je vais y revenir, hein, possible pour décrire des séquences biologiques. Le format table, lui, c'est aussi un format général qui a amené des formats, enfin le format table c'est une catégorie de formats, qui a des formats très généraux comme le CSV et des formats plus spécifiques propres à certains domaines. Chez nous par exemple en sciences de la vie, on a le PDB, on a le format GFF pour les annotations génomiques, etc. Le format table a une caractéristique, c'est qu'il est très adapté à la science des données. On le retrouve énormément, il est vraiment très très utilisé, parce qu'il est adapté au fait que chaque ligne représente un enregistrement.
donc individu 1, individu 2, individu 3, et gène 1, gène 2, gène 3, et les colonnes sont des attributs. Euh, Position de départ dans le génome, position de fin dans le génome, nom du chromosome, brin plus, brin moins, etc. etc. Donc, comme on peut enregistrer comme on peut stocker des enregistrements et que pour chaque enregistrement, chaque champ est un attribut, eh ben, c'est tout à fait adapté au stockage de données de mesures scientifiques ou de mesures, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on le retrouve partout. Si vous avez envie de classer vos Pokémon que vous avez, vous pouvez faire les formatables. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'outils qui sont euh, totalement compatibles avec ces formats-là. Et nous, on voit ça en TP, c'est Cut. Il y en a un autre qui s'appelle Hawk. Et vous avez d'autres outils, c'est très facile de manipuler. Ce sont des outils qui savent déjà, avec très peu de précision, voire pas de précision du tout pour O, qui savent déjà vous dire, ah ok, donc ça c'est le champ 1, ça c'est le champ 2, et vous n'avez plus qu'à lui dire, ok, tu peux me donner juste le champ 4, des champs 4 à 7 de ce fichier. Ça c'est vachement cool. Voilà. Après, vous avez les données se sont considérablement complexifiées dans les dernières années, hein. Vous avez des données où il y a besoin de faire un lien entre les données, de savoir que, par exemple, une paire de bases dans un ARN, eh bien, elle fait partie de 7 hélices. Vous ne pouvez pas lâcher la paire de bases comme ça. Enfin, vous perdez de l'info si vous faites la liste des paires de bases, alors que vous saviez que cette paire de bases, c'était dans 7 hélices. Donc, il y a besoin de savoir à un moment donné que cette donnée façon boîte Tupperware est à l'intérieur de cette donnée. Donc il y a une relation parent-fils. Donc ça fait ce qu'on appelle des arbres. Et les arbres, c'est quand vous pouvez avoir qu'un seul parent. Voilà. Donc il y a des données qui doivent être décrites sous forme d'arbre. Une structure secondaire d'ARN, par exemple, c'est un arbre. Une page web, c'est un arbre. C'est une arborescence de boîte avec dedans, à chaque fois, ça décrit si ça met une image, du texte, etc. Après, c'est limitant, hein. Alors, c'est limitant, je le décris un peu plus après. C'est que dans certains cas, il y a des données qui ont besoin d'avoir plusieurs connexions avec d'autres données. Il n'y a pas juste ce lien parent-fils. C'est-à-dire, j'ai un parent et plusieurs fils, et puis c'est tout. Je pourrais avoir un lien, ce truc, avec celui-ci. Et bien là, vous tombez dans ce qu'on appelle des graphes. Et ça, c'est devenu hyper populaire maintenant parce que les graphes, ça permet de modéliser les réseaux d'interaction moléculaire, les réseaux sociaux. Et donc, du coup, comme maintenant on a des tas de données d'interaction moléculaire grâce aux dernières technologies, comme on a énormément de données de réseaux sociaux grâce aussi aux dernières technologies qui mettent les gens en contact, et bien du coup il y a besoin de formats qui permettent de modéliser ce type de données qu'on appelle graphes, et derrière des algorithmes qui peuvent analyser ça. Alors l'arbre est en fait un cas particulier d'un graphe. L'arbre est un graphe où il peut y avoir justement, où il y a une contrainte, c'est que j'ai qu'un parent et potentiellement plusieurs fils. Au lieu que le graphe c'est plus ouvert encore. Donc il y a une dimension différente. Voilà. Donc les formats texte se distinguent des textes non structurés par l'existence de règles du placement de l'information. D'accord ? Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que je veuille faire un examen, que je veuille l'analyser en ligne, que je veux automatiser les choses. Eh bien, je ne vais pas vous demander de m'envoyer vos réponses comme vous le sentez. Alors, la réponse de ma question, c'est ça, et quelqu'un qui me mettra question, deux points, la réponse, c'est ça. Voilà, non, je vais vous imposer un format. Parce que sinon, moi, je ne peux pas écrire de programme qui va fonctionner, il va planter, enfin, je peux rien écrire, en fait, parce que je ne sais pas à l'avance qui va me le rendre comment. Donc, je vous impose un format et je vous dis, voilà, vous m'enverrez un mail avec première ligne, le nom de l'UE, si je fais ça pour plusieurs de mes UE, voilà, avec un deux points direct, avec un espace et l'acronyme officiel de l'UE. Vous m'écrivez numéro d'anonymat, deux points, et ça doit être vraiment le numéro d'anonymat, parce que sinon, là. Donc, moi, je checkerai en voyant s'il y a bien un A, B ou C qui démarre. Et après, vous mettez les choses comme ça. Voilà. Et si vous avez s'il n'y a pas de réponse possible, c'est un X minuscule. Et s'il y a plusieurs réponses possibles, vous me les mettez comme ça. Voilà. Donc ça, je suis obligé de vous imposer un format. Après, si ce format, on suppose qu'il est tellement populaire que tout l'Unistra adhère, eh bien, on fera un format officiel et on lui donnera un nom. Voilà. Mais entre nous, c'est pas la peine. Ok.
Donc le format FASTA, c'est ce format-là. Donc le format FASTA, c'est le plus petit format pour stocker des données et pour transmettre, parce que ça sert aussi à transmettre. Hein, quand on demande au NCBI des données au format FASTA, il nous les transmet, il les enregistre au format FASTA et nous les envoie. Donc c'est pour transmettre et stocker des données. Donc le format FASTA, c'est la séquence biologique, protéique ou acide nucléique, précédée d'une ligne qui commence par strictement supérieur. Donc ça, c'est le chevron nous permet de savoir que ça démarre par strictement supérieur. Le chevron nous permet de savoir qu'on aura l'en-tête, c'est-à-dire ça annonce une nouvelle molécule, parce que dans un FASTA, on peut en stocker plusieurs, et un minimum d'informations. Alors il y aurait plus petit que le format FASTA, hein, c'est ça. Mais ça, non. Parce que si je trouve des choses intéressantes dans cette molécule, je suis obligé de me retaper un blast sur le NCBI pour savoir mais c'est quoi cette molécule. Donc ça, c'est le minimum nécessaire et suffisant. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si des programmes informatiques travaillent sur, je sais pas moi, vous faites un alignement de 50 génomes. Quand vous faites un alignement avec Clostal, vous n'êtes pas intéressé par les annotations génomiques. Si vous lui donnez à votre programme informatique qui ne va être intéressé que par la séquence des fichiers de GenBank, il va perdre, déjà ça va prendre beaucoup de place, il va devoir lire tout ça pour finalement n'être intéressé que par la séquence, il va gicler toutes les annotations génomiques pour rien. Donc du coup, ces formats FASTA ont été inventés, déjà si on ne connaît que la séquence, ça arrive. Hein, on a des molécules qu'on découvre en labo, on ne sait rien de plus que la séquence, donc du coup le FASTA est adapté. Mais il y a des molécules pour lesquelles on sait plus, mais on ne va utiliser que la séquence. Donc ça ne sert à rien d'utiliser de la place, de consommer de la mémoire dans l'algorithme, de consommer de la mémoire, de la place disque sur votre fichier quand vous téléchargez du NCBI, si vous n'êtes intéressé que par la séquence. Donc allons sur le format FASTA, c'est plus simple. Voilà, c'est pour ça qu'il a été inventé. Du coup, vous pouvez stocker plusieurs. Et voilà comment ça se passe. Donc, tout simplement. Donc ça, c'est très simple. Ça, on peut très facilement l'analyser avec... regardez, je vais vous montrer. Hop, copier. Hop, regardez, je vais vous faire un truc. Je vais faire un truc à 2 balles. VIM test.fasta. Voilà. Donc là, je suis complètement en ligne de commande. Voilà, j'ai copié-collé. Hop, moi j'ai mon petit fichier FASTA. Et maintenant, regardez, je vais vous montrer. Je rentre dans mon fichier FASTA. Hop, hop, là. Bah, voilà. Maintenant, regardez, très facilement, on se dit, ah oui, mais moi, il n'y a que la séquence qui m'intéresse. Ou alors, je voudrais, sur 1 million de fichiers... 1 million, j'exagère toujours, mais bon. Sur 1 millier de séquences qu'il y a là-dedans, je voudrais au moins connaître les noms des séquences que j'ai dedans. Bah, alors là... excellent, egrep est votre ami. Alors là, je vais utiliser quelque chose qu'on n'a pas utilisé ensemble, parce que moi j'ai un fichier maintenant, donc j'ai pas besoin de faire du curl. Donc je vais vous montrer, je vais lui dire, tu pourrais regarder dans mon fichier FASTA, egrep, et ne me sortir que les lignes d'en-tête. Alors les lignes d'en-tête, vous allez voir, c'est très simple, hein, ça veut dire la ligne qui démarre par strictement supérieur. Voilà, hein, ça devient très cabalistique. La ligne qui démarre par strictement supérieur. Et si je fais ça, hop, bim, j'ai que les en-têtes. Maintenant, on peut faire l'inverse. Je voudrais avoir que les séquences, parce que les en-têtes ne m'intéressent pas. Maintenant, je vais donner ça à un algorithme, mais qui veut que les séquences, il ne gère pas le FASTA. Super, je vais lui dire les lignes qui ne commencent pas par strictement supérieur. Hop, crochet avec le circonflexe. Bim, et voilà, c'est réglé. On vient de sortir. Donc, vous voyez, c'est en plus un format qui se manipule super bien. Voilà, donc ça, c'est cool. Par contre, hors de question de compter les lignes pour avoir les adénines. Hein. Là, je vous fais une petite référence. En TP, on va voir word count-L pour compter les adénines dans un PDB. Là, c'est pas possible. Parce que dans une ligne, dans ce format-là, une ligne, il y a potentiellement plusieurs adénines. Donc, c'est pas possible. Donc, attention, à chaque format, chaque question, sa réponse adaptée. Il ne faut pas tout mélanger. Je dis ça parce qu'en TP, en examen, une année, j'avais posé un peu cette colle... Après, on peut dire que c'était pas très gentil, je sais pas, mais moi j'avais fourni la réponse en disant non, on peut pas faire avec wordCount.L, mais j'avais dit voilà, je veux compter les adénines, je fais grep machin, et je fais wordCount.L. Bah non, pas du tout. Vous sous-évaluez. Ok, ça a l'air bon, pas de questions. Bien.
Alors, on continue. Voilà, alors le format FASTA a été adapté, je vous en parle un petit peu parce que en fait, le format FASTA, il plaît à beaucoup de gens, mais parfois, il manque quelque chose. Alors, parfois on l'étend. C'est un petit peu le mal de la bioinformatique, ça, c'est-à-dire, c'est un FASTA-like, c'est-à-dire, mais j'ai rajouté une ligne. Alors là, par exemple, c'est un FASTA qui s'appelle en fait un Vienna, parce que c'est une série d'outils qui s'appelle le Vienna Package, qui prédit les structures secondaires d'ARN. Donc vous avez une séquence et il vous a prédit une structure secondaire sous forme de ce qu'on appelle bracket notation, c'est-à-dire que le résidu avec la parenthèse ouvrante, il est apparié au résidu avec la parenthèse fermante. Voilà. Et donc les gens, ils n'ont pas voulu inventer un format, enfin, il y a des formats qui ont été inventés pour ça, mais ils se sont dit, les gens connaissent pas mal le FASTA, ce qu'on va dire, c'est que c'est ce format-là, on rajoute une ligne, après la séquence, c'est la bracket notation, avec ici des paramètres thermodynamiques pour donner la stabilité de la structure. Voilà. Donc on peut étendre les formats, euh, mais... bon, après, il faut renseigner un peu les gens. Ça s'appelle le format Vienna, hein, ça existe tout à fait. Hein, si Vienna Format RNA. Hop, voilà, vous allez là, Vienna Tutorial. Ouh, qu'il est le coquin. Ah, bah, voilà. Plein de lignes de commande, ouais, vous êtes chez vous maintenant, quasiment. Tu peux pas me le décrire? Me le décrire. Voilà, là c'est du format Vienna, vous voyez, donc vous avez la séquence et vous avez ça, mais c'est pas le plus. Moi je voulais juste la doc quand même. Vienna format, voilà. Donc ça c'est le format, je vais en reparler, ppsec, connect, j'en parle pas, et voilà le format Vienna, voilà. Idolite, attendez, je vais vous montrer. Tac. Voilà, vous voyez. Donc c'est une adaptation du format FASTA. Donc c'est un format FASTA réutilisé pour un sous-domaine de la biologie qui est l'ARN, les structures d'ARN. Ça c'est aussi un format texte. Alors il est texte. Hein. Donc chaque ligne c'est Clustal W, c'est la manière dont Clustal W est stocké. Donc vous avez des alignements de séquences. Comment vous les stockez? Alors on peut aussi les stocker au format FASTA. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez chaque séquence l'une en dessous de l'autre et vous êtes autorisé à mettre des gaps. Donc vous pouvez reconstituer un alignement avec un Vienna. Mais ça, c'est le format Clustal qui a été inventé pour stocker, parce qu'il fallait dedans stocker des particularités trouvées par les outils Clustal W. Et notamment, une des particularités, c'est les petites étoiles là qui vous donnent les endroits où c'est strictement conservé. Voilà. Donc ce format texte, il est divisé en blocs, comme ça, sauf que contrairement au format FASTA, vous avez une première partie de la séquence pour toutes les séquences de l'alignement, et quand ça c'est fait, on fait la suite de toutes les séquences par bloc. Donc c'est une ligne par séquence en bloc, et voilà, c'est des blocs de séquences. C'est pas une séquence listée, et on passe ensuite à la séquence suivante. Donc ça c'est le format Clustal. Aussi très facilement manipulable. Enfin, très facilement. Un peu plus difficile là, parce que comme on travaille en ligne par ligne, du coup, il faudrait que nos outils se souviennent que pour la séquence 1, il y a ça, et un peu plus loin, il est là. Donc ça nécessite un peu plus de travail que si on avait toute la séquence à la suite. Pour des outils qui travaillent de manière indépendante, ligne par ligne, c'est un peu plus embêtant. Voilà. Mais franchement, c'est pas, ça se fait bien, quoi. Alors le format GenBank, vous le connaissez. Alors lui, c'est un des gros formats. Ça, voilà, c'est je veux stocker tout ce que je sais sur la molécule. Alors quand ce fichier c'est un génome, du coup il y a ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, donc vous connaissez. Hein. La principale caractéristique de ce format, c'est les features. Donc c'est ce qui est ici. Ces features, donc c'est la liste de ce que l'on connaît au jour d'aujourd'hui sur cette molécule. Donc du coup, vous avez le nom du feature. Est-ce que c'est de l'ARN? Est-ce que c'est de l'ARN messager, de la coding sequence? Est-ce que c'est des introns? Est-ce que c'est des séquences répétées? Est-ce que c'est un centromère? Enfin, que sais-je? Un télomère? Enfin, tout ça. Est-ce que c'est un tRNA? Et après, vous avez les positions. Donc ce chiffre start suivi de end séparé par 2 points. Ça peut être composé, c'est-à-dire ça peut être on l'avait vu sur le TP enregistré, TP3, je l'ai montré.
Si je l'ai moins montré pour les autres, regardez le TP3, j'ai un peu surjoué certaines explications comme il était en ligne. Et vous pouvez avoir un gène qui est divisé en plusieurs morceaux. Et donc à ce moment-là, vous aurez des parenthèses avec un join. Et il peut être sur un brin complémentaire. Et puis après, démarrant par slash, vous avez toutes les... définies dans le format, hein, vous ne pouvez pas avoir n'importe quoi, c'est un vocabulaire contrôlé. Vous avez tout ce que l'on peut savoir sur cette molécule. Par exemple, si c'est une CDS, eh ben, il vous dit le codon start, hein, où, est le codon, où ça démarre, c'est quoi le produit, c'est quoi le protein ID. Et c'est justement, si ce fichier est donné à vous l'avez consulté à partir de Google Chrome dans l'interface web, et ben c'est ce chiffre qui est transformé en un lien cliquable. Au lieu que nous, avec curl, on l'a pas, le lien cliquable. C'est à nous de faire le jump, d'aller interroger Swissprot pour récupérer ces données-là ou autre chose. Il y a des liens avec plein d'autres bases de données. Voilà. Ok. Voilà, alors maintenant le format table, donc c'est le fait de rassembler, et puis j'arrêterai là, hein, je démarre un petit peu avec ça. Le format table générique, c'est le format CSV. Donc votre tableau, tout tableur peut exporter les données au format CSV. Ça évite de donner le format Numbers, le format LibreOffice, le format Excel, etc., etc. Et en plus avec des problèmes de version derrière. Donc, bah voilà par exemple, donc vous choisissez un caractère de séparation. Donc ça c'est, alors très souvent dans le format CSV ou dans ces formats-là, vous avez une ligne d'en-tête qui vous annonce, c'est le nom de la colonne. Donc ça vous dit, surtout si c'est un format qui n'existe, si c'est des données qui n'existent pas, par exemple vous verrez que pour les annotations génomiques, le format GFF, Genomics Feature File, eh ben, le format est défini. Donc il ne rappelle pas en haut la nature de ce que décrivent chaque colonne. C'est à vous d'aller sur le site web et de trouver la description du format. Mais très souvent, sur un format pas standard, c'est du CSV, donc potentiellement il peut y avoir n'importe quoi. Eh bien, c'est bien de rappeler dans la première ligne ce que vous avez. Donc là, j'ai fait un petit CSV à 2 balles où je dis que voilà, c'est des ARN, donc je donne le nom de la famille de l'ARN, la position start, la position N sur un génome, et si c'est le brin plus ou le brin moins. Mais vous pouvez utiliser exactement le même format pour vous faire des descriptions de Pokémon. Voilà, donc là il dit le type de votre Pokémon, un volant, un empoisonné, le nom et le type 2, le type 1 et le type 2. Voilà, et le type 2 c'est ce que c'est feu, etc. etc. Voilà. Et si vous prenez ça, eh bien c'est totalement compatible. C'est-à-dire que si ça je le mets dans un fichier texte et que je l'ouvre avec... alors il va peut-être me donner tort, hein, mais je vais vous le faire. Donc copier. Hop, on va faire un petit fichier comme ça. VIM test.csv. Hop, un petit insert. Hop, voilà. Ok, on va faire un petit LibreOffice. LibreOffice Calc. Hop, voilà. Et ouais, ok. Et maintenant, je vais aller ouvrir mon petit fichier qui est... Ah ouais, alors attendez voir, il me l'a foutu où celui-ci? Je suis où là? Je suis chez moi, d'accord, admin. Ok. Ça c'est moi et normalement voilà, vous avez vu, test CSV en plus il est reconnu. Ça veut dire que bah voilà, il sait lire du CSV. Regardez, je le fais, hop, voilà, bon bah, bref, voilà, il vous met un petit truc là et là il vous met séparé par, hein, vous voyez ça, séparé par, hop. Et alors il comprend d'office le point virgule, le virgule, la tabulation. Moi j'ai mis le point virgule, donc ça devrait bien le faire. Vous voyez, l'espace il n'est pas par office. Et si c'est autre, vous précisez lequel. Vous faites OK, hop, et voilà. Voilà. Vous avez injecté vos données dans un tableur. Voilà. Donc si vous avez un algorithme qui fait des trucs super sioux, que le monde entier le veut, et qui vous pouvez exporter les choses. Ah, là il y a eu un petit couac au copier-coller. Vous pouvez exporter les choses au format CSV et tout le monde sera capable de le récupérer dans votre tableur. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un petit couac. C'est quoi le petit couac là? Ça doit être souvent les copier-coller dans ces trucs là. C'est un peu. Hop, tac. Non, pas test.test. Imbécile. Ouais, je sais pas quel est son souci là. Faudrait voir. À contrôler. Ah bah c'est juste parce que ça déborde, oui, c'est tout.
Non, c'est ça. Voilà, c'est tout. C'est juste un problème de mise en forme. Vous voyez, les outils graphiques, c'est plus compliqué. Faut tout leur dire aux outils graphiques. Alors que là, avec More, je l'avais. Ah là là, mon Dieu, ce graphisme. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. J'en étais où moi? Hop, 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 là. Voilà. Donc voilà. Et si vous l'ouvrez avec, là, je l'avais ouvert avec Numbers, donc le tableur Mac. Et donc, bah ça, alors je vais juste voir qu'est-ce que je fais après. Ouais, donc je termine juste sur ces deux diapos et voilà, je termine juste sur ces deux diapos et je reviendrai. Donc voilà, par exemple, je viens de vous en parler, un format table bioinformatique, le format GFF, Genomic Feature Format Version, c'est pas file mais format, Genomic Feature Format. Et il y a plusieurs versions en plus. Alors il y a le GFF1, GFF2, GFF3, voilà, donc il faut aller les chercher. Et vous voyez, c'est séparé par des espaces. Et vous voyez, là, il n'y a aucune en-tête. Donc en fait, c'est à vous de savoir que bah, là, c'est la nature de la notation. Ça, c'est sur quel bras. Et puis il y a d'autres choses qui ne sont pas renseignées ici. Le start, le end. Et là, il y a une série. Alors vous voyez, ça ressemble toujours déclinaison sur le même thème. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait passer dans une adresse URL. C'est un nom égale quelque chose sans espace. Alors ils mettent des plus. Point virgule, autre chose. C'est pas le et commercial. Donc ça ressemble beaucoup à la manière de préciser des choses qu'on voit dans des URL. En fait, ce champ est un champ libre pour mettre des informations dont on n'aurait pas trouvé leur place là-dedans, parce que là c'est très carré, là c'est un peu plus libre. Donc là on met un ID, là on met d'autres choses, et là on met des trucs parents. Alors ça c'est intéressant, ils reproduisent une logique d'arborescence, ils définissent un parent, mais c'est pas un format arborescent, ça on peut le faire. Et vous voyez, on n'a pas le droit de mettre d'espace. Parce que les espaces, c'est ce qui délimite les champs. Donc si vous mettez un espace dans fixed one, eh ben, il va y avoir un décalage pour celui qui va lire ça. Donc on met des petits plus et des points-virgules. Tout est collé. C'est pas très lisible. Enfin, ça peut ne pas être très lisible, même si ça reste correct, mais on s'en fout. C'est destiné pour des programmes à la base. Voilà. Vous, si vraiment vous avez envie de naviguer en tant qu'être humain dans des annotations génomiques, vous n'allez pas naviguer là-dedans. Vous allez utiliser un genome browser qui est en ligne. Voilà. Ok, j'arrête ici pour aujourd'hui.